La gare de Ruisseau-Sec n'avait jamais été particulièrement animée. Une fois par semaine, un train s'y arrêtait, apportant le courrier, des marchandises pour la boutique d'Olsen et, de temps à autre, de nouveaux habitants qui repartaient bien vite ou restèrent chez pour toujours, s'enracinant dans cette terre hostile. Harvey MacDonald se tenait sur le quai en bois, serrant une photographie froissée dans ses mains, et sentait son cœur battre dans sa gorge. Le vent chassait sur les rails une fine poussière, la soulevant en petite spirale pour la lui jeter au visage. Harvey plissa les yeux pour regarder au loin, là où la voie ferrée se fondait avec la ligne d'horizon. Le soleil penchait déjà vers le couchant, peignant le ciel de teintes rouges orangées qui inspiraient un sentiment à la fois inquiétant et solennel. Il passa une main sur son menton rasé de la veille, ajusta son gilet et regarda de nouveau la photo. Un visage délicat aux grands yeux, de fines épaules drapées dans une robe de dentelle, une coiffure soignée aux boucles impeccables. Quote 105 As, disait l'inscription au dos, d'une écriture familière. Il correspondait depuis plus de 6 mois. C'était la première fois qu'Harvey se décidait à une telle démarche, après que le vieux Jebediah Connor lui eut montré une annonce dans le journal, Quote 106. Au début, Harvey avait accueilli l'idée avec scepticisme. Il avait 36 ans, habitué à la vie solitaire du ranch, à la compagnie des chevaux et des vaches, à l'odeur du foin et du cuir. Depuis la mort de son père 5 ans plus tôt, le ranch lui était revenu, et il le gérait seul, n'engageant des ouvriers saisonniers que pour la transhumance. La maison était grande, solide, bâtie par son grand-père, mais elle était vide. Terriblement vide pour un seul homme. Et maintenant, il était là, attendant une femme qu'il ne connaissait que par lettres et par une unique photographie. Élisabeth écrivait son amour pour les fleurs, la lecture, les soirées tranquilles au coin du feu. Son style était raffiné, presque poétique. Harvey répondait maladroitement, parlant du ranch, du bétail, des prairies infinies où l'on pouvait chevaucher toute une journée sans rencontrer âme qui vive. Il craignait de paraître rustre et sans éducation, car Élisabeth était de toute évidence une jeune fille de bonne famille, bien élevée et délicate. Au loin, une fumée apparut. La locomotive approchait. Harvey se redressa, tira sur sa chemise sous son gilet, ajusta son chapeau. Son anxiété grandissait à chaque seconde. Et si elle était déçue par lui? S'il lui paraissait trop fruste, trop simple? Le ranch se trouvait à 20 miles de la ville, et la vie y était rythmée et difficile. Pas de théâtre, de bal, ni de réception mondaine dont elle pouvait peut-être rêver. Le train s'immobilisa dans un crissement de frein et un sifflement de vapeur. Des visages curieux se penchaient aux fenêtres, certains faisant signe à ceux qui les attendaient. Harvey restait figé, les yeux rivés sur les portes des wagons. 2 commis voyageurs descendirent les premiers avec leurs valises, puis un couple âgé, et enfin, une silhouette féminine apparut. Harvey fit un pas en avant involontairement, mais s'arrêta aussitôt en fronçant les sourcils. Ce n'était pas la fragile Élisabeth de la photographie, c'était une toute autre femme. Elle descendait les marches lentement, retenant avec précaution la large jupe de sa robe bleu foncé. Sa silhouette était robuste, ses épaules larges et solides, ses bras puissants, aux muscles visibles même sous les longues manches. Ses cheveux, d'un blond cendré aux reflets dorés, étaient rassemblés en un simple chignon sur sa nuque, d'où s'échappaient dans quelques mèches rebelles. Son visage ouvert et aux traits réguliers était légèrement buriné par le vent, parsemé de taches de rousseur sur le nez. Elle était grande, presque de la même taille qu'Harvey, et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué au travail physique. La femme balaya les alentours du regard, et ses yeux se posèrent sur Harvey. Elle esquissa un sourire prudent, un peu tendu, et se dirigea vers lui, portant dans une main une valise usée et dans l'autre un paquet ficelé. « Monsieur MacDonald ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à quelques pas de lui. Sa voix était grave, légèrement rauque, mais agréable. « Je suis Bertha Hoffman.
Harvey la fixait, incapable de prononcer un mot. Une seule pensée tourbillonnait dans son esprit. Cotin 07 quote. Il baissa les yeux sur la photo dans sa main, puis les releva vers la femme qui lui faisait face. Aucune ressemblance. Absolument aucune. Commença-t-il avant de s'interrompre. Pardonnez-moi, mais... Vous êtes Elizabeth Hoffman? Le visage de la femme s'assombrit. Le sourire quitta ses lèvres pour laisser place à une expression crispée. Non, dit-elle à voix basse. Elisabeth était ma sœur cadette. C'est sa photo que j'ai envoyée. Je pensais me l'avoir expliqué dans ma dernière lettre. Harvey fronça les sourcils, essayant de se souvenir. La dernière lettre était arrivée il y a 3 semaines. Il l'avait lue à la hâte, pressé de partir pour la transhumance. Il se rappelait quelques lignes disant que sa cote s'en était, mais n'y avait pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de la date d'arrivée. Je n'ai pas... Il se tut, sentant la gêne lui serrer la gorge. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Bertha posa sa valise à terre et se redressa de toute sa hauteur. Dans ses yeux gris-bleus, pareils au ciel avant l'aube, passa une lueur de douleur, mais elle se reprit vite. « Je vois, » dit-elle d'une voix égale, où perçait pourtant une offense. « Vous attendiez donc Elisabeth, la fragile et délicate Elisabeth, qui s'est brodée au point de croix et jouait du piano. » Harvey sentit une pointe de honte. Il vit à ses lèvres se pincer, ses épaules se raidir. Elle s'était manifestement préparée à un refus, à une déception, et cela se lisait si clairement sur son visage, que quelque chose se serra en lui. « Écoutez, » commença-t-il en cherchant ses mots, « c'est juste que je ne m'y attendais pas. Vous devez comprendre, j'ai reçu une photo, je pensais. » Vous pensiez recevoir une petite épouse docile qui resterait à la maison à tricoter des chaussettes en vous attendant pour le dîner, le coupa Bertha, et une pointe d'acier perça dans sa voix. « Je sais ce que vous pensiez, monsieur MacDonald. Tous les hommes pensent de la même façon. » Elle saisit sa valise et se tourna pour partir. Harvey fit un pas en avant, sans trop savoir pourquoi. « Attendez, » dit-il. « Où allez-vous » Bertha s'arrêta sans se retourner. « Ce ne sont pas vos affaires, » répondit-elle sèchement. « Je saurai prendre soin de moi-même. Je l'ai toujours fait. » Harvey regarda autour de lui. La gare se vidait, le train prenait déjà de la vapeur pour repartir. À Ruisseau-Sec, il n'y avait qu'un seul hôtel, miteux et sale, où ne s'arrêtaient que les maquignons et les joueurs de cartes. La ville respectable la plus proche était à 2 jours de diligence. « Écoutez, mademoiselle Hoffman, » dit-il, sentant que la situation lui échappait. « Je ne voulais pas vous offenser. C'était simplement inattendu. » Elle se retourna et il vit des larmes briller dans ses yeux. Mais elle ne les laissa pas couler, relevant seulement le menton un peu plus haut. « Inattendu, » répéta-t-elle avec amertume. « Vous savez, monsieur MacDonald, j'ai dépensé toutes mes économies pour le billet jusqu'ici. J'ai quitté mon travail, ma maison, tout ce que j'avais. Et je ne l'ai pas fait parce que je cherchais désespérément un mari. Je l'ai fait parce que vos lettres me semblaient sincères, parce que vous parliez du ranch, de la terre, d'une vie où des mains fortes et un dos solide sont nécessaires. Je pensais que là-bas, enfin, je ne serais plus étrange, plus déplacé. Je pensais que vous n'aviez pas besoin d'une poupée de porcelaine, mais d'une véritable aide. » Harvey resta silencieux, digérant ses paroles. Il se souvint de ses lettres, où il décrivait le dur labeur du ranch, les soucis sans fin, la nécessité de se lever avant l'aube et de se coucher après minuit. Il avait bien écrit cela, mais au fond de lui, il imaginait toujours à ses côtés une créature délicate qui l'attendrait à la maison, créerait un foyer chaleureux, préparerait les repas. Il n'avait jamais pensé qu'une femme voudrait travailler à ses côtés, qu'elle en serait capable. « Vous travaillez » demanda-t-il surpris par sa propre question. Bertha eut un sourire sans joie. « J'étais forgeronne, monsieur MacDonald. Une vraie forgeronne. Après la mort de mon père,
J'ai repris son affaire. Pendant 8 ans, j'ai ferré des chevaux, réparé des charrues, forgé des outils. Les hommes se moquaient de moi, les femmes me regardaient de travers. Mais je faisais mon travail, et je le faisais bien. Elle parlait calmement, mais derrière ce calme, Harvey entendait des années de douleur, de moquerie, d'incompréhension. Il l'imagina dans la forge, un marteau à la main, près du foyer incandescent, et quelque chose en lui vacilla. « Pourquoi avez-vous envoyé la photo de votre sœur » demanda-t-il plus bas. Bertha détourna le regard, et une rougeur monta à ses joues. « Parce que je suis une lâche, avoua-t-elle. Parce que je craignais que si vous me voyiez tel que je suis, vous ne voudriez même pas correspondre. Élisabeth a 10 ans de moins que moi. C'est une beauté. Tous les hommes des environs lui tournent autour. Et moi, j'ai toujours été grande, maladroite, pas comme il faut. Je pensais que si vous appreniez d'abord à me connaître en tant que personne, à travers les lettres, alors peut-être que l'apparence n'aurait pas tant d'importance. » Harvey la regardait sans savoir quoi dire. Une partie de lui était encore sous le choc, incapable d'accepter qu'à la place de la délicate Élisabeth se tenait cette femme grande et forte, aux mains calleuses et au regard direct. Mais une autre partie, celle qui vivait au ranch, qui connaissait le prix du travail acharné et de l'endurance, cette partie regardait Bertha avec un respect grandissant. « Vous savez vraiment ferrer les chevaux » demanda-t-il. Bertha fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Oui, répondit-elle prudemment. N'importe quel cheval, même un Mustang sauvage. J'ai la main sûre et le geste rapide. » Harvey réfléchit. Son ranch comptait 2 douzaines de chevaux, qui nécessitaient tous un entretien régulier. Le forgeron le plus proche, le vieux Peterson, vivait à 15 miles et à chaque fois, il fallait soit lui amener les chevaux, soit attendre qu'il daigne se déplacer. Et là, « Je vous propose un marché, » dit-il soudain, surpris par ses propres mots. « Venez au ranch, restez 1 semaine, voyez si cela vous plaît. Si vous décidez que ce n'est pas pour vous, je vous paierai le billet de retour et vous donnerai de l'argent pour la route. Si vous décidez de rester, nous nous marierons comme convenu. » Bertha le fixa d'un long regard scrutateur. Harvey soutint ce regard, bien que tout se contractât en lui. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à cette proposition. Peut-être la solitude qui le rongeait depuis des années. Peut-être la fatigue de lutter seul contre les exigences de l'exploitation. Ou peut-être simplement quelque chose chez cette femme. Sa franchise, sa force, son honnêteté l'avaient touché au plus profond de lui. « 1 semaine, » répéta Bertha lentement. « Et vous n'allez pas me traiter comme un fardeau, comme une erreur. » « J'essaierai de vous traiter comme une invitée, » répondit Harvey. « Et après, nous verrons. » Elle hésita encore quelques secondes, puis hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle. « J'accepte votre marché, monsieur MacDonald. » Harvey, la corrigea-t-il à sa propre surprise. « Appelez-moi Harvey. » Les coins de ses lèvres tremblèrent en un semblant de sourire. « Bertha » répondit-elle. « Juste Bertha. » Il se tenait sur le quai qui se vidait, tandis que le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes pourpres. Harvey prit sa valise, lourde, manifestement remplie d'outils, et fit un signe de tête vers le bout de la place où attendait son chariot, attelé à une paire de chevaux bais. « La route prendra environ 3 heures, » dit-il. « Nous arriverons à la nuit tombée. » Bertha le suivit en silence. Harvey l'aida à monter sur le chariot. Elle le fit avec aisance, sans cérémonie, contrairement aux dames de la ville qui nécessitaient de l'aide à chaque pas. Il s'assit à côté d'elle, prit les rênes et fit démarrer les chevaux. Le chariot s'engagea sur la route poussiéreuse qui s'éloignait de la gare pour s'enfoncer dans les prairies. Ils roulèrent un moment en silence. Harvey jetait des regards obliques à Bertha, essayant de s'habituer à sa présence. Elle était assise bien droite, regardant devant elle, et son profil se découpant sur le couchant paraissait presque sévère. « Parlez-moi du ranch, » demanda-t-elle soudain. « Combien de terres avez-vous? Combien de bêtes ?» Harvey s'éclaircit la gorge, rassemblant ses pensées. «
300 acres de pâturage, commença-t-il. Environ 200 têtes de gros bétail, 2 douzaines de chevaux, quelques moutons. La maison est pont auprès d'un ruisseau, là où cette eau est bonne toute l'année. Il y a une écurie, une grange, une forge. Bien que la forge ne serve plus depuis 5 ans, depuis la mort du vieux Johnny. Une forge, répéta Bertha, et un intérêt perça dans sa voix. Il y a donc au moins un foyer? Une enclume? Il y a tout, confirma Harvey. Les outils se sont restés aussi, même s'ils sont bien rouillés. Elle hocha la tête, et il remarqua que ses yeux s'illuminaient. Pour la première fois depuis leur rencontre, il vit en elle autre chose que de l'offense et de la tension. Un véritable intérêt, presque de la joie. « Je pourrais tout remettre en ordre », dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour lui. Nettoyer, affûter, vérifier le foyer. Harvey l'écoutait et sentait quelque chose se détendre en lui. Peut-être que ce n'était pas une erreur, après tout. Peut-être que le destin lui avait envoyé précisément la femme dont son ranch, dont sa vie avait besoin. Pas une fragile poupée de porcelaine, mais une aide solide et forte. Mais accepter cette idée n'était pas simple. Pendant trop d'années, il s'était imaginé un tout autre tableau. Le chariot roulait à travers la prairie, et au loin, à l'horizon, les lumières de sa maison commençaient déjà à poindre. Le ranch les accueillit, avec une odeur de foin, de sueur de cheval et de quelque chose d'autre. Cette odeur particulière que l'on ne trouve que là où les hommes vivent en étroite communion avec la terre et les bêtes. La lune, haute dans le ciel, inondait la cour d'une lumière argentée. Et Bertha put distinguer la longue maison de plain-pied, avec son large porche, l'écurie à gauche, la grange à droite et plus loin, à l'ombre de vieux chênes, un bâtiment trapu avec une haute cheminée. La forge. Harvey arrêta le chariot près du porche, sauta à terre et attacha les chevaux à un poteau. Bertha n'attendit pas d'aide. Elle avait toujours pris soin d'elle-même et descendit avec agilité du haut siège, époussetant sa jupe. Le trajet avait duré près de 4 heures, et son dos était endolori par l'immobilité, mais elle n'en laissa rien paraître. Des années de travail à la forge lui avaient appris à cacher la fatigue, la douleur, tout signe de faiblesse. Les hommes au Milan n'attendaient qu'en que ça pour pointer du doigt. « Côte 109, entrez » dit Harvey en montant sur le porche. « Je vais allumer les lampes. » Bertha le suivit. La porte grinça sur ses gonds, une porte solide, lourde, en chêne robuste, comme en faisaient que les grands-pères. À l'intérieur, cela sentait le tabac. Le cuir était autre chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. La solitude masculine, pensa-t-elle. Voilà l'odeur que ça a. Harvey gratta une allumette, et une douce lumière jaune se répandit dans la pièce. Bertha regarda autour d'elle. Un grand salon avec une table massive au centre, des chaises grossièrement assemblées, un vieux fauteuil près de la cheminée. Les murs étaient en rondins nus, décorés ici et là de bois de serre ou de photographies ternies dans des cadres. Le sol, de larges planches non peintes, était propre mais n'avait manifestement pas connu de main féminine depuis longtemps. Sur la table, une pile d'assiettes sur la salle, une tasse avec un reste de café, des papiers éparpillés. Excusez, le désordre. Marmonna Harvey en ramassant précipitamment les assiettes. Je ne m'attendais pas. Enfin, j'allais ranger, mais je n'ayais pas eu le temps. Bertha réprima un sourire. Il était gêné comme un gamin, ce qui le rendait presque touchant. Elle le dévisagea plus attentivement à la lumière de la lampe. Grand, les épaules larges, avec les mains robustes d'un travailleur, le visage buriné, hâlé, avec de profondes rides au coin des yeux, de celles qui apparaissent chez ceux qui passent beaucoup de temps au soleil. Les cheveux sombres, grisonnants aux tempes, les yeux gris, le regard direct. Sa chemise était délavée, rapiécée au coude, mais propre. Il ressemblait à la plupart des hommes avec qui elle avait travaillé. Solide, fiable, peu loquace. « Ce n'est rien, dit-elle calmement. J'ai vu pire. » Harvey posa les assiettes sur le bord de la table et passa une main dans ses cheveux. Un geste d'incertitude qui trahissait son trouble. « Je vais vous montrer votre chambre, dit-il. Elle est au fond de la maison. C'était celle de ma mère,
puis de ma sœur, avant qu'elle ne se marie. Elle est vide maintenant, mais le lit est propre. Je l'ai refait moi-même il y a une semaine. » Il prit la lampe et s'engagea dans un couloir étroit. Bertha le suivit, examinant les photos sur les murs. Des visages austères de pionniers, des femmes en longues robes sombres, des hommes aux barbes touffues. La famille MacDonald, génération après génération, qui avait bâti ce ranch. La chambre était petite, mais confortable. Un lit en fer avec un couvre-lit en patchwork, une commode, un rocking chair près de la fenêtre, une petite table. Sur le rebord de la fenêtre, un vase poussiéreux avait dû autrefois contenir des fleurs. « Vous devriez être bien ici, » dit Harvey en posant la lampe sur la table. « Le lavabo est dans la cour, mais je vous apporterai de l'eau dans une cruche demain matin. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre... » « Merci, » l'interrompit Bertha. « C'est plus que suffisant. » Il hocha la tête, resta un instant sur le seuil, ne sachant manifestement quoi dire de plus, puis marmonna. « Bonne nuit » et sortit. Bertha entendit ses pas s'éloigner dans le couloir, puis la porte de sa chambre se refermer. Elle s'assit sur le bord du lit et se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu, qu'avait-elle fait? Parcourir 2000 miles pour rejoindre un inconnu qui ne savait même pas à quoi elle ressemblait. L'avoir trompée, même involontairement. Avoir vu dans ses yeux la déception, presque le dégoût. Et maintenant, elle était assise dans une maison étrangère, dans une chambre étrangère, sans savoir de quoi demain serait fait. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle n'avait pas pleuré depuis 8 ans, depuis le jour où son père était mort, la laissant seule avec la forge et les dettes. Ce jour-là, elle s'était fait une promesse. Pas de larmes, pas de plaintes, seulement du travail, de la force, de l'obstination. Et elle avait survécu. Elle avait tenu bon quand tout le monde disait qu'une femme n'y arriverait pas. Elle y arriverait maintenant aussi. Bertha se leva, ôta sa robe de voyage, la suspendit soigneusement sur le dossier du fauteuil et se glissa sous les draps en chemise de nuit. Les draps sentaient la lavande et le soleil. Ils avaient manifestement séché à l'air libre. Elle ferma les yeux, écoutant les bruits nocturnes du ranch. Le bruissement du vent dans les feuilles, le doux hennissement d'un cheval dans l'écurie, le cri lointain d'une chouette. Peu à peu, la tension la quitta, et elle sombra dans un sommeil lourd. Le chant du coq la réveilla. Bertha ouvrit les yeux et mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Puis, les souvenirs revinrent. Et elle s'assit sur le lit en se frottant le visage. La lumière du matin, dorée et chaude, filtrait par la fenêtre. Au bruit, elle comprit qu'Harvey était déjà levé. Quelqu'un fendait du bois dans la cour. Elle s'habilla rapidement, tressa ses cheveux en une natte et sortit de la chambre. La maison était silencieuse. Sur la table du salon, une cruche d'eau et une serviette propre l'attendaient. Harvey les avait sans doute apportées pendant son sommeil. Bertha fit sa toilette et sortit sur le porche. Le matin était magnifique. L'air était frais, vivifiant, parfumé de rosée et d'herbe. Le soleil se levait à peine à l'horizon, colorant les nuages de rose et d'or. Harvey se tenait près du billot fendant du bois. Sa chemise était humide de sueur, les manches retroussées, révélant des bras nerveux et bronzés. Il travaillait de manière rythmée, ample, et les bûches se fendaient avec un bruit sourd. Bertha descendit du porche et s'approcha. Harvey la remarqua, s'arrêta et planta sa hache dans le billot. « Bonjour, dit-il en s'essuyant le front. Bien dormi ? » « Très bien, répondit Bertha. « Merci pour l'eau. » Il hocha la tête, puis garda un silence gêné, ne sachant manifestement pas quoi dire. « D'habitude, je prends mon petit déjeuner vers 6 heures, dit-il enfin. Porridge, lard, café. Rien d'extraordinaire, mais ça tient au corps. Vous avez faim ? Très faim, avoua Bertha. Je peux aider à préparer. Harvey parut surpris. Vous savez cuisiner ? Bertha eut un petit rire. J'ai vécu seul pendant 8 ans, monsieur. Harvey.
Bien sûr que je sais cuisiner. Rien de très raffiné, c'est vrai, mais je ne me suis jamais laissé mourir de faim. Ils entrèrent ensemble dans la maison. La cuisine était petite, avec une cuisinière en fonte, des placards simples et un long plan de travail. Harvey sortit du garde-manger des flocons d'avoine, du lard fumé, des œufs. Bertha se mit au travail, sans demander la permission. Elle alluma la cuisinière, posa une poêle en fonte, coupa le lard. Harvey la regardait, adossé au chambranle de la porte. « Vous avez vraiment travaillé comme forgeronne pendant 8 ans ?» demanda-t-il soudain. Bertha ne se retourna pas, surveillant le lard qui grésillait et dorait. « En effet, confirma-t-elle. Dès l'âge de 14 ans, j'aidais mon père. D'abord en actionnant le soufflet, en lui tendant les outils, en apprenant. Puis, en grandissant, j'ai commencé à forger moi-même. Mon père disait que j'avais un don, que je sentais le métal. Et comment les gens voyaient ça? Harvey parlait prudemment, choisissant ses mots. Qu'une femme fasse un métier d'homme. Bertha eut un rire bref et sans joie. À votre avis, certains riaient, d'autres étaient en colère, d'autres encore m'ignoraient tout simplement. Les femmes en ville chuchotaient dans mon dos. Quelle honte une fille solide comme ça qui ne se marie pas et ne fait que brandir un marteau. Les hommes venaient à la forge avec des sourires narquois. Puis, en me voyant travailler, soit ils repartaient en silence, soit ils revenaient. L'argent n'a pas d'odeur, et le travail, c'est le travail. Elle cassa les œufs dans la poêle, sala, poivra. Harvey resta silencieux, assimilant ce qu'il venait d'entendre. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié ?» demanda-t-il enfin. « Vous auriez pu, j'imagine. » Bertha se retourna et le regarda droit dans les yeux. « J'aurais pu, admit-elle. J'ai eu quelques propositions. Le fermier Johnson, veuf avec 5 enfants. Le marchand Miller qui cherchait une employée gratuite pour sa boutique. James O'Connor, un ivrogne qui voulait vendre la forge pour tout dépenser. Voilà le genre de proposition, Harvey. Aucun d'eux ne me voulait moi. Ils voulaient ma forge, mes bras, ma force, mais pas moi. » Elle parlait sans amertume, se contentant de constater les faits. Harvey la regardait, et quelque chose dans son regard changea. Il s'approcha, prit les assiettes sur la table et commença à servir. « Et pourquoi avez-vous décidé de répondre à l'annonce ?» demanda-t-il à voix basse. « Pourquoi venir de si loin ?» Bertha se tut en disposant le lard. Elle y avait longuement réfléchi avant d'écrire cette première lettre. « Parce que j'en avais assez d'être étrange, » avoua-t-elle enfin, assez des regards, des chuchotements, de devoir prouver chaque jour mon droit d'exister. Je pensais qu'ici, dans l'Ouest, où les gens apprécient la force et le savoir-faire, ce serait plus facile. Qu'il y aurait un homme qui n'aurait pas besoin d'une épouse fragile, mais d'une partenaire solide. Harvey versa du café dans 2 tasses et les posa sur la table. « J'ai toujours imaginé ma femme différemment, » dit-il honnêtement en s'asseyant. « Douce, docile, casanière. Ma mère a été comme ça. Ma sœur aussi, avant de partir rejoindre son mari en Oregon. » Bertha s'assit en face de lui, prit sa tasse à 2 mains pour se réchauffer les paumes. « Je comprends, » dit-elle calmement, « et je ne vous en veux pas d'être déçu. Vous attendiez une chose, vous en avez eu une autre. C'est juste de me donner 1 semaine d'essai. À la fin de la semaine, vous prendrez votre décision et je l'accepterai, quelle qu'elle soit. » Ils mangèrent en silence. Les œufs étaient parfaits. Le lard croustillant et parfumé. Harvey termina le premier, s'adossa à sa chaise en finissant son café. Il étudiait Bertha et elle sentait son regard sur elle, mais ne détournait pas les yeux. « Vous voulez voir le ranch ?» demanda-t-il enfin. « Je vais vous montrer l'exploitation, vous présenter les animaux. »« Avec plaisir, » répondit Bertha, et pour la première fois de la matinée, elle sourit vraiment. Ils sortirent dans la cour. Le soleil était déjà haut à Chacoa, c'est déjà haut, promettant une journée chaude. Harvey la conduisit à l'écurie et Bertha se sentit immédiatement chez elle. L'odeur des chevaux, du foin, des selles en cuir, tout cela lui était familier et agréable. L'écurie comptait 12 stalles et chacune abritait un cheval.
Bertha s'approcha de la plus proche, tendit la main vers un étalon Bay. Il renifla, la regarda de travers, mais se laissa caresser le museau. Lui, c'est Tonnerre, présenta Harvey, rétif, mais fiable. Et voici Aurore, ma préférée. Il désigna une jument alezane dans la stalle voisine. Je m'en sers pour le bétail depuis 5 ans. Bertha fit le tour de l'écurie, regardant dans chaque stalle, examinant les chevaux. Son œil expert de forgeronne décela immédiatement des problèmes. Celle-là, la grise, elle boite, dit-elle en désignant une jument dans le coin le plus éloigné. Le fer est mal posé, il appuie sur le sabot. Et le bât, là vous voyez, il a une fissure sur le sabot. Il faut la traiter, sinon elle va s'agrandir. Harvey fronça les sourcils, s'approcha de la jument grise et examina sa patte. « Mince, marmonna-t-il. Je n'avais pas remarqué. Peterson est venu il y a 1 mois. Il les a tous ferrés. Il a dû bâcler le travail. »« Peterson » répéta Bertha. « Le forgeron du coin, » expliqua Harvey. « Un vieil ivrogne. Mais il n'y en a pas d'autre dans les parages. On fait avec. » Bertha passa une main sur le dos de la jument grise pour la calmer. « Si vous voulez, je peux la referrer, » proposa-t-elle. « Et en même temps, je remettrai la forge en ordre. Vous disiez qu'elle ne servait plus ?» Harvey la regarda avec scepticisme. « Vous êtes sérieuse ? C'est un travail pénible, et la chaleur du foyer. » Bertha eut un petit rire. « Harvey, j'ai travaillé 8 ans près d'un foyer. J'ai ferré des Mustangs que 3 hommes et n'arrivaient pas à tenir. Vos chevaux sont la tranquillité même en comparaison. » Il la regarda longuement, pesant le pour et le contre. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, » accepta-t-il. « Je vous montre la forge, mais finissons d'abord la visite. » Ils firent le tour complet du ranch. Harvey lui montra la grange où étaient stockés le grain et le foin, l'enclos du bétail, le poulailler, le potager retourné à l'état sauvage faute de main féminine. Bertha écoutait, posait des questions, suggérait des améliorations. Harvey se surprit à lui parler non pas comme à une femme, mais comme à un égal, comme il l'aurait fait avec un ouvrier expérimenté. Enfin, ils arrivèrent à la forge. La porte grinça sur ses gonds rouillés. L'intérieur était poussiéreux, des toiles d'araignée pendaient du plafond, mais l'essentiel était là. Une enclume massive, un foyer, un soufflet, des étagères avec des outils. Bertha entra et s'immobilisa. Son visage se transforma. Ses yeux s'illuminèrent, ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Elle s'approcha de l'enclume, passa la paume de sa main sur sa surface. « Mon Dieu, murmura-t-elle, c'est une beauté, une vraie beauté. » Harvey se tenait sur le seuil et la regardait. À cet instant, dans la forge poussiéreuse, au milieu des outils rouillés, Bertha semblait parfaitement heureuse. Et quelque chose dans cette image lui toucha le cœur. Peut-être, pensa-t-il, peut-être que c'est exactement ce qu'il fallait. Pas une poupée délicate, effrayée par la saleté et les callosités, mais une femme forte qui voyait de la beauté dans une enclume et savait ferrer un cheval. Une femme qui n'aurait pas peur des difficultés du ranch, mais les affronterait de front. Peut-être que le destin savait mieux que lui-même ce dont il avait besoin. Les 3 jours suivants, Bertha les passa dans la forge, et Harvey ne la vit presque pas en dehors de ce bâtiment noirci. Elle se levait à l'aube, avalait un petit déjeuner à la hâte et disparaissait dans son royaume de feu et de métal. Harvey entendait de là les coups rythmés du marteau, le sifflement du fer incandescent dans l'eau, le grincement du soufflet. Parfois, il trouvait un prétexte pour s'approcher, apporter de l'eau, poser une question sans importance. Et à chaque fois, il restait figé sur le seuil, observant son travail. Près du foyer, Bertha était une toute autre femme. Elle avait retiré sa robe de dessus et travaillait en simple chemise et lourd tablier de cuir, les cheveux cachés sous un foulard. Son visage était couvert de sueur et de suie, ses mains pleines d'égratignures et de callosités. Mais ses yeux brillaient d'une telle joie, d'une telle concentration, qu'Harvey ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Elle se déplaçait avec assurance, chaque geste précis et mesuré.
Le marteau dans ses mains semblait être une extension de son corps. Elle frappait le métal avec la force d'un homme adulte, mais avec la grâce d'une danseuse. Le premier jour, elle se contenta de nettoyer la forge. Elle balaya les toiles d'araignée, nettoya le foyer, tria les outils, mettant de côté ceux qui étaient en bon état et ceux qui nécessitaient une réparation. Le deuxième jour, elle alluma le foyer et commença à restaurer les pinces, marteaux et poinçons abîmés. Le métal chantait sous ses mains, les étincelles volaient comme un feu d'artifice, et dessous son marteau sortaient des outils comme neufs. Le troisième jour, elle s'attaqua aux chevaux. Harvey amena d'abord la jument grise, celle qui boitait. Bertha les accueillit dans la cour de la forge, déjà prête à travailler. Elle s'approcha lentement du cheval, lui parlant d'une voix basse et apaisante. « Doucement, ma belle », marmonnait-elle en caressant l'encolure de la jument. « Doucement, je ne te ferai pas de mal. Juste un coup d'œil pour voir où tu as mal. » Le cheval renifla, mais resta calme. Bertha passa la main le long de sa jambe, souleva délicatement le sabot et l'examina. Harvey se tenait à côté, tenant la rêne. « Quel sagouin, ce Peterson !» grommela Bertha en étudiant le fer. Il a enfoncé le clou de travers, en plein dans la chair vive. « Pauvre bête, comme tu as dû souffrir. Ne t'en fais pas, on va réparer ça. » Elle prit des tenailles et commença à retirer délicatement le fer. Le cheval eut un sursaut, mais Bertha maintint sa jambe d'une seule main. Harvey fut stupéfait par sa force et continua son travail, sans s'exercer de lui murmurer des paroles rassurantes. « Vous savez ce qui est le plus difficile quand on fait un cheval ?» demanda-t-elle sans quitter son travail des yeux. « Ce n'est pas de plier le fer correctement, ni de le clouer droit, c'est de calmer le cheval, de le pousser à vous faire confiance. Un cheval sans la peur, l'incertitude. Si vous avez peur, il aura peur. Si vous êtes calme, il se calmera. » Harvey écoutait, fasciné. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Pour lui, le ferrage était simplement un travail que faisait le forgeron, mais Bertha en parlait comme de quelque chose de plus, de presque sacré. Elle retira le vieux fer, examina le sabot, traita la zone blessée avec une pommade qu'elle sortit d'un pot qu'elle avait apporté. Puis elle prit une ébauche de nouveau fer, qu'elle avait fabriqué la veille, et commença à l'ajuster. « Vous voyez, » montra-t-elle à Harvey, « il faut que le fer s'ajuste parfaitement, sans presser, mais sans flotter non plus. Chaque sabot est unique, comme une empreinte digitale. On ne peut pas simplement prendre un fer tout fait et le clouer. Il faut l'adapter au cheval. » Elle retourna au foyer, chauffa le fer au rouge et commença à l'ajuster sur l'enclume. Les coups de marteau étaient rapides et précis. Harvey regardait ses mains, fortes, couvertes de cicatrices et de callosités, mais étonnamment agiles. Elle travaillait le métal comme un sculpteur l'argile, sentant chaque courbe, chaque irrégularité. Quelques minutes plus tard, le fer était prêt. Bertha le refroidit dans l'eau, un sifflement fort et un nuage de vapeur s'élevèrent et retourna vers le cheval. Elle l'ajusta une nouvelle fois, hocha la tête avec satisfaction et commença à le clouer. 7 clous. Chacun enfoncé avec une précision parfaite, au bon angle. « Voilà », annonça-t-elle en relâchant la patte du cheval. « Essaie de la faire marcher un peu, Harvey. » Il conduisit la jument à travers la cour. Le cheval marchait avec aisance, sans aucun signe de boiterie. Harvey revint en souriant. « Excellent travail, » dit-il sincèrement. « Je n'ai même pas vu le temps passer. » Bertha s'essuya les mains sur son tablier, y laissant des traces noires. « 8 ans de pratique, » répondit-elle avec un petit rire. Quand on fait quelque chose un millier de fois, les mains savent quoi faire d'elles-mêmes. Ils retournèrent à l'écurie chercher le cheval suivant. Harvey remarqua comment Bertha parlait à chaque animal, comment elle les caressait, comment elle examinait attentivement non seulement les sabots, mais aussi les jambes, le dos, les dents. Elle ne travaillait pas simplement de manière mécanique. Elle prenait soin d'eux. « D'où vient cette pommade ?» demanda-t-il en désignant le pot qu'elle avait posé sur l'établi. « Je l'ai faite moi-même, » répondit Bertha. « La recette de mon père. »
Résine de pin, cire d'abeille, un peu de goudron et des herbes. Ça guérit les blessures, empêche la pourriture. C'est très très efficace pour les chevaux. Harvey prit le pot, le sentit. Ça sentait la forêt, et quelque chose d'acre. « Vous avez beaucoup de secrets comme ça ?» demanda-t-il avec curiosité. Bertha sourit. « Je sais, mon père était un bon professeur. » Il disait qu'un forgeron ne devait pas être un simple tapeur de fer, mais un maître. Connaître les métaux, les animaux, les gens. Un bon forgeron voit le problème avant qu'il ne devienne une catastrophe. Elle parlait de son père, avec une telle chaleur qu'Harvey se sentit malgré lui rempli de respect pour cet homme qu'il n'avait jamais connu. « Il serait fier de vous, » dit-il doucement. Bertha se figea, puis leva lentement les yeux. Des larmes brillèrent, mais elle cligna rapidement des paupières pour les chasser. « Merci, » murmura-t-elle. « Ça signifie beaucoup pour moi. » Un silence s'installa entre eux. Non pas gênant, mais chaleureux, compréhensif. Harvey réalisa soudain qu'il parlait plus facilement avec Bertha qu'avec la plupart des gens. Elle n'exigeait de lui ni phrases élégantes, ni manières mondaines. Elle était simplement elle-même, et cela lui permettait d'être lui-même aussi. À midi, ils avaient effairé 3 autres chevaux. Harvey apporta à Bertha de l'eau et un déjeuner simple, du pain, du fromage, de la viande séchée. Ils s'assirent sur des rondins près de la forge, mangeant en silence, profitant de l'ombre d'un vieux chêne. « Tu sais, » dit Harvey soudain, « je pensais que cette semaine serait une épreuve, que je compterais les jours jusqu'à ton départ. Mais ce n'est pas le cas. » Bertha le regarda en mâchant un morceau de pain. « Et alors ?» demanda-t-elle prudemment. Harvey réfléchit, cherchant ses mots. « C'est étrange, » avoua-t-il. « Étrangement bien. J'ai l'habitude de vivre seul, de tout faire moi-même. Et puis tu es arrivé, et soudain, il s'est avéré que je n'avais pas seulement reçu de l'aide, mais une partenaire. Quelqu'un qui comprend le travail, qui l'apprécie, avec qui je peux parler d'autre chose que de la météo et du bétail. » Bertha baissa les yeux, cachant son trouble. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça non plus, avoua-t-elle. Je suis venue ici morte de peur. J'avais peur que tu me mettes à la porte dès le premier jour, que tu me regardes et que tu dises « Quand on en a médié, tu m'as donné une chance. » Et je t'en suis reconnaissante. » Harvey tendit la main et, à sa propre surprise, recouvrit la sienne. Bertha tressaillit au contact, mais ne retira pas sa main. « Bertha, » dit-il sérieusement, « je veux que tu saches, j'ai été un imbécile à Kellagar. J'ai jugé sur l'apparence, sur mes stupides idées de ce à quoi une femme devrait ressembler. Mais ces 3 jours m'ont montré que je ne cherchais pas la bonne chose. Je n'ai pas besoin d'une poupée fragile. J'ai besoin d'une femme qui n'a pas peur du travail, qui peut se tenir à mes côtés et non derrière moi. » Bertha le regardait, les yeux écarquillés. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Tu veux dire ?» commença-t-elle, incapable de finir. « Je veux dire que la semaine n'est pas encore écoulée, mais je connais déjà ma décision, » dit Harvey fermement. « Si tu acceptes de rester, si tu veux bien devenir ma femme, je serai l'homme le plus heureux de ces prairies. » Bertha ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment, un bruit de sabots se fit entendre. Ils se retournèrent et virent 3 cavaliers entrer dans la cour du ranch. Harvey se leva en les reconnaissant. Jack Sullivan, le propriétaire du ranch voisin, et 2 de ses employés. Jack était un homme d'une 50aine d'années, avec une épaisse moustache grise et un ventre qui dépassait de sa ceinture. Il mit pied à terre en grognant et se dirigea vers eux. « Harvey !» cria-t-il. « J'ai entendu dire que ta fiancée était arrivée. Je suis venu faire connaissance, entre voisins. » Harvey sentit Bertha se raidir à côté de lui. Il se leva, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Jack, » fit-il en hochant la tête. « Je te présente Bertha Hoffman. Bertha, voici Jack Sullivan, mon voisin du côté ouest. » Jack toisa Bertha d'un regard évaluateur, et Harvey n'aima pas ce qu'il vit dans ses yeux. De la surprise, confinant à la moquerie.
Eh bien, traîna Jack. Je pensais que la fiancée serait plus délicate. Qu'est-ce que tu as fait, Harvey? Tu as commandé une ouvrière au lieu d'une femme? Les employés de Jack ricanèrent. Harvey sentit la colère monter, mais Bertha le devança. Elle se leva, s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de Jack, le regardant droit dans les yeux. « Et vous, monsieur Sullivan, vous avez commandé une femme ou une décoration pour votre salon ?» demanda-t-elle d'une voix égale. « Parce que si c'est une décoration, alors oui, je ne conviens pas. Mais s'il vous faut une femme qui sait travailler, penser par elle-même et ne pas s'évanouir à la vue d'une bouse de vache, alors je suis tout à fait qualifié. » Jack cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle répartie. Ses employés cessèrent de rire et échangèrent un regard. « Oh là !» fit Jack. « La langue est bien pendue. Ma foi, ce n'est pas plus mal. Une femme doit savoir se défendre. » « Qu'est-ce qui t'amène, Jack ?» demanda Harvey froidement. Il n'aimait pas la façon dont son voisin regardait Bertha. Jack se détourna d'elle pour se tourner vers Harvey. « Une affaire. J'ai entendu dire que le vieux Peterson s'est complètement mis à boire. Il ne ferre plus personne. J'ai un cheval qui boite. Je me demandais si tu savais où m'adresser. » Harvey ouvrit la bouche pour répondre, mais Bertha le devança de nouveau. « Je peux jeter un œil, proposa-t-elle. Je suis forgeronne. Je peux ferrer votre cheval si vous voulez. » Jack la dévisagea puis éclata de rire, un rire bruyant et sonore. « Toi, forgeronne ?» répéta-t-il à travers son rire. « Une fille? Tu plaisantes? » « Pas du tout, » répondit Bertha calmement. « J'ai tenu une forge en Pennsylvanie pendant 8 ans. J'ai ferré de tout, du poney au cheval de trait. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez partir et chercher un forgeron ailleurs. Le plus proche, à ma connaissance, est à 40 miles d'ici. » Jack cessa de rire et fronça les sourcils. Il regarda Harvey. « Elle est sérieuse? »« Tout à fait, » confirma Harvey. « Elle a déjà ferré 4 de mes chevaux. Et le travail est impeccable. » Jack se gratta la nuque, visiblement en pleine réflexion. Finalement, il haussa les épaules. « D'accord, dit-il. Essayons. Mais si tu abîmes le cheval, c'est à toi que je demanderai des comptes, Harvey. »« À moi ?» le corrigea Bertha. « Si je gâche le travail, c'est à moi que vous demanderez des comptes. Je suis responsable de mes actes. » Elle se retourna et se dirigea vers les chevaux de Jack. L'un des employés tenait par la bride un grand hongre-bail qui piaffait nerveusement. Bertha s'approcha, lui parlant doucement d'une voix apaisante. Le cheval renifla, mais la laissa s'approcher. Harvey, Jack et les 2 employés restèrent à l'écart, observant. Bertha examina les sabots du hongre, hocha la tête pour elle-même et conduisit le cheval vers la forge. Jack la suivit, les lèvres pincées, d'un air sceptique. Harvey vit Bertha attiser le foyer, prendre des ébauches de fer, se mettre au travail. Ses mouvements étaient assurés, rapides. Le marteau chantait dans ses mains. Le métal se pliait sous les coups. Jack regardait, et peu à peu, le scepticisme sur son visage fit place à la surprise, puis au respect. Une demi-heure plus tard, le travail était terminé. Bertha relâcha la patte du hongre et lui tapota le flanc. « Voilà, » annonça-t-elle. Les 2 fers avant étaient usés, et celui de l'arrière droite était mal posé. « J'ai tout corrigé. Faites-le marcher un peu pour vérifier. » L'un des employés prit la rêne et mena le cheval à travers la cour. Le hongre marchait droit, sans boiter. Jack s'approcha, examina les sabots, puis se redressa et regarda Bertha avec un nouveau respect. « Bon sang !» marmonna-t-il. « Tu sais vraiment y faire. C'est du bon travail. » Bertha s'essuya le front et laissant une traînée de suie noire. « Je vous l'avais dit, » répondit-elle simplement. Jack fouilla dans sa poche et en sortit quelques pièces. « Combien je te dois ?»« $1 par cheval, » annonça Bertha. « $3. » Jack compta les pièces et les lui tendit. Bertha prit l'argent et hocha la tête en signe de remerciement. « Si j'ai encore besoin, » dit Jack, « je sais où m'adresser, et je le dirai à tout le monde dans le coin.
Je pense que tu auras du travail à revendre. J'en serais ravi, répondit Bertha. Jack monta à cheval, suivi de ses employés. Avant de partir, il regarda de nouveau Harvey et sourit. « Tu as de la chance, MacDonald, dit-il. On ne trouve pas tous les jours une femme qui soit à la fois belle et utile. Garde-la précieusement. » Il fit partir son cheval, et ils s'éloignèrent au galop, laissant derrière eux un nuage de poussière. Harvey s'approcha de Bertha, qui les regardait s'éloigner. « Belle ?» répéta-t-elle avec un petit rire. « Il parlait bien de moi. » Harvey la regarda, son visage noirci, ses cheveux en désordre, ses mains fortes tenant le marteau. Et soudain, il comprit que Jack avait raison. Elle était belle. Non pas de cette beauté fragile des images, mais de la beauté vivante, authentique, d'une personne forte et sûre d'elle. « Oui, » répondit-il doucement, « il parlait de toi, et il a raison. » Bertha rougit et détourna le regard. Il se tenait dans la cour de la forge, et le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Au loin, on entendit le meuglement prolongé du bétail, puis autre chose. Un son étrange qui s'amplifiait, se rapprochait. Harvey fronça les sourcils, tendant l'oreille. Un martèlement de sabots, de nombreux sabots, rapides, désordonnés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Bertha, qui l'avait entendu aussi. Harvey courut jusqu'au bord de la cour et scruta l'horizon. Ce qu'il vit le fit blêmir. « Des taureaux !» souffla-t-il. « Un troupeau de taureaux sauvages. Et ils foncent droit sur nous. » Le troupeau déferlait sur la prairie comme une avalanche sombre. Harvey voyait leurs silhouettes se découper sur le soleil couchant, une vingtaine, peut-être plus. Des taureaux sauvages, massifs, aux longues cornes, chargeant en panique droit vers le ranch. La poussière s'élevait en colonne, la terre tremblait sous leurs sabots. « Vite, à la maison !» cria Harvey en saisissant le bras de Bertha. « Ils vont tout détruire sur leur passage !» Mais Bertha se dégagea et courut non pas vers la maison, mais vers l'écurie. « Les chevaux !» cria-t-elle par-dessus son épaule. « Ils sont piégés. » Harvey jura et se lança à sa poursuite. Elle avait raison. Si les taureaux pénétraient dans la cour, ils pourraient défoncer l'écurie, et ses chevaux se retrouveraient en sourd sur les sabots des bêtes en furie. Il entra en trombe dans l'écurie, juste après Bertha, et la vit déjà ouvrir les stalles, libérant les chevaux. « Conduis-les vers l'enclos nord !» cria Harvey en ouvrant la stalle suivante. « Là, ils seront en sécurité. » Les chevaux effrayés s'agitaient, hennissaient, sentant le danger approcher. Bertha ne faisait pas de manière. Elle les saisissait par la bride, les tournait vers la sortie et leur claquait la croupe pour les faire courir. Et Harvey faisait de même. Mais même à deux, il n'allait pas assez vite. Le martèlement des sabots des taureaux s'intensifiait. Harvey jeta un coup d'œil hors de l'écurie et vit que le troupeau était tout proche, à une centaine de yards de la cour. Quelque chose les avait effrayés. Peut-être des loups, peut-être un orage au loin. Mais maintenant, ils chargeaient à l'aveugle, balayant tout sur leur passage. « Bertha, cours !» cria-t-il. « Je finirai seul. »« Tais-toi et travaille !» rétorqua-t-elle en libérant un autre cheval. Il restait 3 chevaux, Aurore, Tonnerre et un jeune étalon nommé Tourbillon. Harvey attrapa Aurore, la sortit de sa stalle. Mais à ce moment, les premiers taureaux firent irruption dans la cour. La jument alezane se cabra, s'arracha de ses mains et s'enfuit en panique. Harvey n'eut pas le temps de réagir. Un taureau massif passa si près de lui qu'il sentit la chaleur de son corps. L'écurie trembla. Un des taureaux heurta un mur, et les planches de bois craquèrent. Harvey tomba, se protégeant la tête avec les bras, s'attendant à ce que tout s'effondre. Mais l'instant d'après, des mains fortes le soulevèrent et le remirent en surpied. « Cesse de traîner par terre !» aboya Bertha. « Aide-moi !» Elle tirait Tonnerre par la bride, et l'étalon résistait, roulant des yeux de terreur. Harvey se précipita de l'autre côté, et, ensemble, ils poussèrent le cheval hors de l'écurie.
Tonnerre s'élança vers l'enclos nord, où les autres chevaux s'étaient déjà rassemblés. Il ne restait que Tourbillon. Jeune, fougueux, il s'agitait dans sa stalle, frappant les planches de ses sabots. Harvey connaissait cet étalon. Il l'avait acheté à un marchand 3 mois plus tôt, et le cheval n'était toujours pas habitué aux humains, ne leur faisait pas confiance. « Il ne viendra pas », dit Harvey, à bout de souffle. « Il est sauvage, il ne se laissera pas brider. »« Laisse-moi essayer, » dit Bertha, et sans attendre de réponse, elle entra dans la stalle. Tourbillon recula dans un coin, les oreilles couchées, prêt à ruer. Dehors, le vacarme des sabots s'intensifiait, l'écurie tanguait. Harvey voyait à travers les fentes des murs les taureaux courir dans la cour, détruisant tout sur leur passage. Le poulailler, qui était déjà anéanti, la clôture du potager brisée. Bertha s'approcha lentement de l'étalon, la main tendue, paume vers le haut. Elle parlait doucement, presque en chantonnant, des mots qu'Harvey ne pouvait pas distinguer. Tourbillon reniflait, secouait la tête, mais ne reculait plus. Bertha continuait de parler, s'approchant prudemment, sans mouvement brusque. « Bertha, il n'y a pas le temps, » commença Harvey, mais elle le fit taire d'un regard. « Donne-moi 1 minute. » Elle tendit la main et toucha le museau de l'étalon. Tourbillon tressaillit, mais ne recula pas. Bertha le caressait, continuant de parler de sa voix apaisante. Puis elle prit la bride accrochée au mur et la lui passa lentement. Il se laissa faire. Il resta simplement là, la regardant de ses grands yeux sombres. « Voilà, bon garçon, » murmura Bertha. « C'est bien, mon grand, viens, on s'en va d'ici. » Elle le conduisit vers la sortie de la stalle. Tourbillon la suivit comme s'il avait été docile toute sa vie. Harvey restait là, stupéfait par ce qu'il venait de voir. Il s'était battu avec ce cheval pendant des mois, et elle l'avait maîtrisé en 1 minute. Ils firent sortir Tourbillon de l'écurie et le lâchèrent. L'étalon s'élança à la suite des autres chevaux, vers l'enclos nord. Harvey et Bertha se tenaient au milieu du chaos. Les taureaux couraient autour d'eux, mais par miracle, ne les touchait-on pas. Peut-être parce que les humains restaient immobiles, n'attirant pas l'attention. « Que fait-on » demanda Bertha en regardant les destructions. « Comment les arrêter » Harvey regardait autour de lui, essayant de trouver un plan. Le troupeau courait sans but, détruisant tout. La grange avait tenu bon, mais la clôture autour de la maison était démolie, la moitié de l'auvent de la forge effondrée. S'ils n'arrêtaient pas les taureaux, il ne resterait rien du ranch au matin. « Il faut leur faire peur, » dit-il. Les faire changer de direction. Mais comment ? Bertha lui saisit soudain le bras. « Le feu, » dit-elle. « Les taureaux ont peur du feu. Si nous allumons des feux, si nous créons un mur de flammes, ils feront demi-tour. » Harvey la regarda, puis se tourna vers la forge. Le foyer brûlait encore. Bertha n'avait pas eu le temps de l'éteindre avant l'arrivée de Jack. « J'ai du kérosène dans la remise, » dit-il rapidement, « et des torches. Si on verse du kérosène sur du foin, qu'on le dispose en ligne. Alors courons. Le coupa Bertha. Il n'y a pas de temps à perdre. » Ils se précipitèrent vers la remise, esquivant les taureaux qui chargeaient. Un énorme taureau brun passa si près qu'Harvey sentit l'air siffler à son oreille. Ils firent irruption dans la remise. Harvey attrapa un bidon de kérosène, Bertha une brassée de torches et une botte de foin sec. « Où » cria-t-elle. « Côté ouest » répondit Harvey. « C'est par là qu'ils sont entrés. C'est par là qu'on les chassera. » Ils sortirent de la remise et commencèrent à disposer le foin en demi-cercle, l'arrosant de kérosène. Ils travaillaient vite, en parfaite coordination, sans perdre de temps en paroles. Harvey était stupéfait de voir comment Bertha agissait. Avec précision, sans panique, comme si elle combattait des taureaux sauvages tous les jours. Quand la ligne fut prête, Bertha courut à la forge, saisit un tison ardent dans le foyer et revint. D'un geste, elle le jeta sur le foin imbibé de kérosène. La flamme jaillit instantanément.
avide, dévorant l'herbe sèche dans un rugissement. Un mur de feu s'éleva à 1 mètre de hauteur, la fumée s'élevant en colonne. Les taureaux qui couraient dans la cour sentirent le feu. Le plus grand, le chef du troupeau, s'arrêta, meuglant d'inquiétude. Les autres se regroupèrent, piaffant nerveusement. « Allez » murmura Bertha. « Demi-tour. Partez. » Le chef resta immobile encore quelques secondes, puis se retourna et s'enfuit loin du feu, loin du ranch. Le troupeau le suivit. La terre trembla sous leurs sabots. Mais cette fois, ils s'éloignaient au lieu de s'approcher. En 1 minute, la cour fut vide. Il ne restait que la poussière, les destructions et le feu qui s'éteignait. Harvey tomba à genoux dans la boue, respirant lourdement. L'adrénaline retombait, laissant place à la faiblesse et à des tremblements dans les mains. Bertha se tenait à côté de lui, regardant les taureaux s'éloigner, et sur son visage se lisait un mélange de soulagement et de triomphe. « On l'a fait », dit-elle en se tournant vers Harvey. « On les a chassés. » Il leva les yeux vers elle. Elle se tenait devant le feu mourant, et les flammes projetaient des reflets dorés sur son visage. Ses cheveux étaient en désordre, son foulard de travers, son visage couvert de suie et de poussière. Mais ses yeux brûlaient d'un tel feu qu'Harvey sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. « Tu es incroyable, » dit-il d'une voix rauque. « Tu as sauvé le ranch, sauvé les chevaux, tu m'as sauvé. » Bertha lui tendit la main pour l'aider à se relever. Sa paume était chaude, forte. Harvey se leva mais ne lâcha pas sa main. Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, se regardant dans les yeux. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire, » dit Bertha doucement. « Tout comme toi. »« Non, » objecta Harvey, « j'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Mais toi, tu as gardé ton sang-froid, tu as réfléchi, tu as agi. N'importe quelle autre femme aurait crié, se serait cachée, se serait évanouie. Mais pas toi. Tu t'es battue. » Bertha eut un petit rire, mais des larmes brillaient dans ses yeux. « Toute ma vie, on m'a dit que je n'étais pas normale, » avoua-t-elle. « Qu'une vraie femme devait être douce, soumise, sans défense. Que ma force était une difformité. Que mes compétences étaient une honte. J'ai essayé de changer, d'être comme il le voulait, mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas moi. » Harvey écoutait, et quelque chose se brisait en lui. Il pensait à toute la douleur qu'elle avait endurée, à toutes les humiliations qu'elle avait subies simplement pour être elle-même. Et soudain, il comprit clairement que le destin ne lui avait pas offert une erreur, mais un trésor. Une femme qui le compléterait, au lieu d'être un fardeau, une partenaire, pas une décoration. « Bertha, » dit-il en serrant sa main plus fort, « oublie ce qu'on t'a dit, oublie tous ces imbéciles qui n'ont pas vu ta vraie valeur. Pour moi, tu es parfaite, exactement comme tu es. » Elle tressaillit comme si elle avait reçu un coup. Les larmes qu'elle retenait coulèrent sur ses joues, laissant des sillons propres sur son visage noirci. « Vraiment ?» murmura-t-elle. « Tu le penses vraiment ?»« Vraiment », confirma Harvey, et il l'attira à lui. L'étreinte fut maladroite, anguleuse. Ils étaient tous deux couverts de boue et de suie, fatigués, épuisés. Mais Harvey sentait son cœur battre, son corps trembler, et il comprit qu'il tenait dans ses bras la chose la plus précieuse qu'il ait jamais rencontrée dans sa vie. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le feu s'éteigne complètement et que la lune soit haute dans le ciel. Puis Bertha s'écarta, essuyant ses larmes du revers de la main. « Il faut vérifier les chevaux, » dit-elle en s'efforçant de parler d'une voix égale, « et évaluer les dégâts, et éteindre les dernières braises pour que le feu ne se propage pas. » Harvey hocha la tête, admiratif de son sens pratique. Même après un tel choc, elle pensait au travail. « Tu as raison, » acquiesça-t-il. « Allons-y. » Ils firent le tour du ranch, évaluant les destructions. Le poulailler était complètement détruit. Harvey trouva quelques poules mortes, les autres s'étaient dispersées dans l'obscurité. La clôture du potager était brisée. Une partie de l'auvent de la forge s'était effondrée. Le mur ouest de la grange était fissuré, mais avait tenu.
La maison, heureusement, n'avait presque rien. Seule la balustrade du porche était cassée. Les chevaux dans l'enclos nord étaient sains et saufs, bien qu'effrayés. Bertha examina chacun d'eux, les calma, vérifia s'ils n'étaient pas blessés. Tous allaient bien, à part quelques égratignures et contusions. Tourbillon s'approcha d'elle de lui-même, frottant son museau contre son épaule. Harvey regarda la scène en secouant la tête. L'étalon qui ne laissait personne s'approcher cherchait maintenant du réconfort auprès de Bertha. « Je construirai un nouveau poulailler demain, dit Harvey quand ils retournèrent à la maison. Et je réparerai la clôture. L'auvent de la forge peut aussi être réparé. Je t'aiderai, dit Bertha. À deux, on ira plus vite. Harvey la regarda, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. À deux, comme cela sonnait bien. Ils montèrent sur le porche, entrèrent dans la maison. À l'intérieur, il faisait sombre et silencieux. Harvey alluma une lampe, et une douce lumière se répandit dans la pièce. Bertha s'affaissa sur une chaise près de la table. Et ce n'est qu'à ce moment qu'Harvey remarqua qu'elle tremblait. « Ça va » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Oui » hocha-t-elle la tête, mais sa voix tremblait. « C'est juste que je réalise seulement maintenant à quel point c'était dangereux. Nous aurions pu mourir. » Harvey prit sa main, entrelaça leurs doigts. « Mais nous ne sommes pas morts, dit-il fermement. Grâce à toi, à ton courage, à ton intelligence. » Bertha regarda leurs mains jointes, et un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Tu sais, » dit-elle doucement, « quand je suis venue ici, j'ai imaginé de nombreux scénarios pour cette semaine. Mais un combat contre des taureaux sauvages ne faisait certainement pas partie de mes plans. » Harvey se mit à rire, pour la première fois de la soirée. « Moi non plus, avoua-t-il. Je pensais que nous dînerions cérémonieusement, que nous parlerions de la météo, que nous nous jaugerions. Au lieu de ça, on chasse du bétail et on met le feu à la prairie. » Bertha se mit à rire aussi, et son rire était léger, sincère. Ils restèrent assis ainsi, se tenant par la main et riant, et la tension des derniers jours se dissipa, laissant place à quelque chose de nouveau. La confiance, la proximité, le début de quelque chose d'important. « Bertha, » dit Harvey quand le rire se fut calmé, « la semaine n'est pas encore finie, mais je sais déjà. Je veux que tu restes, pas comme une invitée, pas pour une période d'essai, pour toujours, comme ma femme, ma partenaire, comme une partie de ce ranch. » Bertha le regardait, les yeux écarquillés. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « Tu es sûre ?» murmura-t-elle. « Tu es absolument sûre de me vouloir? Moi, et pas Élisabeth, pas une dame délicate ?» Harvey leva sa main et lui baisa les doigts, un geste à la fois tendre et déterminé. « Sûr, dit-il, absolument sûr. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à moi et à ce ranch. » Bertha ferma les yeux, et une nouvelle vague de larmes roula sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur, de soulagement, de joie. « Alors je reste, » murmura-t-elle. « Je reste et je deviens ta femme. » Harvey l'attira à lui, et cette fois l'embrassa, doucement, tendrement, comme s'il craignait de briser l'instant. Les lèvres de Bertha étaient chaudes, salées par les larmes, et dans ce baiser, il y avait tant de promesses, tant d'espoir, que Harvey sentit son cœur déborder. Quand ils se séparèrent, Bertha souriait, un sourire large, franc, heureux. « Quand ?» demanda-t-elle. « Quand le mariage ?» Harvey réfléchit. « Dans une semaine, » proposa-t-il. « Il faut aller en ville, parler au révérend Wilson, tout préparer comme il faut. » Bertha hocha la tête, mais son visage devint soudain sérieux. « Harvey, » dit-elle, « je dois te dire quelque chose. J'ai écrit une lettre à ma sœur, Élisabeth. Avant même de venir ici, je lui ai parlé de toi, du ranch, de nos projets, et elle a répondu. Elle a dit qu'elle voulait venir nous rendre visite. Pour te rencontrer, pour voir comment je me suis installé. » Harvey fronça les sourcils. « Et quand arrive-t-elle » Bertha fit une grimace. « Dans 5 jours. Du moins, c'est ce qu'elle écrivait dans sa dernière lettre.
Harvey s'adossa à sa chaise, digérant la nouvelle. Elisabeth. La même beauté fragile de la photo. Elle viendrait ici, verrait comment les choses avaient tourné. Ça va être intéressant, dit-il d'une voix traînante. Bertha eut un rire nerveux. Elisabeth n'est pas simple, prévint-elle. Elle est gâtée, habituée à être le centre de l'attention. Et elle ne comprendra pas pourquoi tu m'as choisi moi, et pas elle. Harvey prit Bertha par le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Alors je le lui expliquerai, dit-il fermement. J'expliquerai que la beauté peut prendre différentes formes, et que la vraie valeur d'une femme ne réside pas dans la dentelle et les boucles, mais dans la force, l'intelligence et le cœur. » Bertha sourit, mais une inquiétude flottait dans ses yeux. Harvey le vit et comprit. L'arrivée d'Elisabeth pouvait tout changer. Elle pouvait menacer leur bonheur fragile, à peine naissant. Mais il n'allait pas laisser faire. Elisabeth Hoffman arriva par la diligence du matin le jeudi, alors que le soleil n'avait pas encore eu le temps de bien réchauffer l'air et que la rosée perlait sur l'herbe. Harvey et Bertha l'attendaient à la gare de Ruisseau-Sec. Bertha était nerveuse. Harvey le voyait à la façon dont elle triturait le bord de son châle, dont elle rajustait sans cesse ses cheveux tressés en une natte soignée. « Elle va être surprise », marmonna Bertha pour la énième fois pendant le trajet. « Elle va te voir et penser que je lui ai volé son fiancé. » Harvey posa sa main sur la sienne et la serra pour la rassurer. « Tu n'as rien volé, dit-il fermement. C'est moi qui ai fait un choix, et je ne le regrette pas une seule seconde. » Bertha le regarda, et ses yeux brillèrent de gratitude mêlée d'anxiété. Au cours des 4 derniers jours, ils s'étaient rapprochés. Ils travaillaient ensemble à réparer les dégâts causés par les taureaux, discutaient le soir au coin du feu, partageaient des histoires de leur passé. Harvey avait appris que Bertha aimait lire, bien qu'elle eût peu de livres, qu'elle savait jouer de l'harmonica, son père le lui ayant appris à 10 ans, qu'elle avait peur de l'orage, même si elle ne l'avouerait jamais, qu'elle avait une cicatrice sur l'épaule gauche, souvenir d'un coup de sabot d'un cheval non débourré, et qu'elle se souvenait encore de la douleur de ce jour. De son côté, Bertha avait appris qu'Harvey écrivait des poèmes. De mauvais poèmes maladroits qu'il cachait dans un tiroir et ne montrait à personne. Qu'il avait rêvé de devenir instituteur, mais qu'il était resté au ranch après la mort de son père, car quelqu'un devait reprendre l'affaire familiale. Qu'il adorait la tarte aux pommes, mais ne savait pas la faire. Que la nuit, il sortait parfois sur le porche pour regarder les étoiles, cherchant des réponses à des questions qu'il ne parvenait même pas à formuler pour lui-même. Ils apprenaient à se connaître, et chaque jour, Harvey était plus convaincu d'avoir fait le bon choix. Bertha n'était pas seulement forte et habile, elle était bonne, intelligente, dotée d'un sens de l'humour subtil et d'une capacité étonnante à voir la beauté dans les choses simples. La veille au soir, elle avait apporté un bouquet de fleurs des champs et l'avait mis dans une vieille tasse en terre sur la table. Harvey regardait ces fleurs et pensait que pour la première fois depuis des années, la maison ressemblait à un foyer et non à un simple abri. La diligence arriva à la gare dans un grand crissement de frein. La portière s'ouvrit et une petite silhouette gracieuse en robe bleue à volant de dentelle en sortit. Elisabeth Hoffman était exactement comme sur la photo. Miniature, fragile, avec un visage de poupée et des boucles dorées s'échappant de son chapeau à plumes. Elle regarda autour d'elle, aperçut Bertha et joignit les mains. « Bertie !» s'exclama-t-elle d'une voix haute et mélodieuse, et elle se jeta dans les bras de sa sœur. Bertha la serra contre elle, et Harvey la vit fermer les yeux en l'étreignant. Quand elles se séparèrent, Elisabeth regarda Harvey avec curiosité. « Et voici sans doute Monsieur MacDonald ?» demanda-t-elle avec un sourire coquet. Harvey se présenta-t-il en retirant son chapeau. « Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Hoffman. » Elisabeth tendit une petite main gantée de dentelle. Harvey la serra prudemment, craignant de briser ses doigts fragiles. La jeune fille le regardait de bas en haut, et il vit dans ses yeux de l'appréciation
de la surprise et autre chose, un intérêt qui le mit mal à l'aise. « Eh bien, » dit Élisabeth sans lâcher sa main, « ma sœur m'avait écrit que vous étiez grand et robuste, mais elle n'a pas mentionné que vous étiez aussi bel homme. » Bertha rougit et détourna le regard. Harvey dégagea doucement sa main. « Vous êtes trop bonne, mademoiselle Hoffman, » dit-il poliment. « Avez-vous des bagages ?»« 3 valises et une malle, » répondit Élisabeth nonchalamment. « Bertie, ma chère, ça ne te dérange pas? J'ai y apporté plusieurs robes pour le mariage. Je voulais être présentable pour un événement si important. » Le cocher de la diligence commença à descendre les lourdes valises du toit. Harvey haussa un sourcil en voyant la quantité de bagages. Pour une visite d'1 semaine, c'était manifestement excessif. Mais il ne dit rien et aida à charger les affaires dans le chariot. Le trajet jusqu'au ranch se déroula dans une conversation animée, ou plutôt, dans un monologue d'Élisabeth. Elle racontait son voyage, les connaissances qui s'étonnaient de sa décision de partir pour le Far West, les nouvelles modes de Philadelphie, la pièce de théâtre qu'elle avait vue la veille de son départ. Sa voix tintinnabulait comme une clochette, et Harvey se surprit à n'écouter que d'une oreille. Bertha restait assise en silence, et Harvey sentait sa tension. Quand ils arrivèrent au ranch, Élisabeth poussa d'abord un cri d'admiration en voyant les prairies infinies et le ciel, puis un cri d'horreur en découvrant les destructions laissées par les taureaux. « Mon Dieu, Bertie !» s'exclama-t-elle. « Que s'est-il passé ici? Ça a l'air si sauvage. » « Des taureaux sauvages ont attaqué avant-hier, » expliqua Bertha. « Harvey et moi les avons chassés, mais ils ont eu le temps de casser quelques trucs. »« Vous avez chassé des taureaux ?» Élisabeth regarda sa sœur avec incrédulité. « Toi-même? Mais c'est dangereux !» « Pas seul, » la corrigea Harvey en aidant les jeunes femmes à descendre. « Nous deux. » Bertha a sauvé les chevaux et a trouvé comment repousser le troupeau. Sans elle, j'aurais tout perdu. Élisabeth le regarda, puis sa sœur, et quelque chose passa dans ses yeux. De l'incompréhension, peut-être une pointe d'envie. « Bien sûr, » dit-elle avec un sourire forcé. « Ma sœur a toujours été pratique. » Bertha pinça les lèvres mais ne dit rien. Harvey prit les valises et conduisit l'invité dans la maison. Élisabeth entra, regarda autour d'elle, et Harvey vit son visage s'allonger. « C'est si simple ici, » dit-elle, cherchant manifestement ses mots. « C'est un ranch, pas un manoir en ville, » dit Bertha avec une légère brusquerie. « Ici, on vit et on travaille, on n'organise pas de bal. » Élisabeth se tourna vers elle, les lèvres tremblantes. « Je ne voulais pas te blesser, Bertie, » dit-elle doucement. « C'est juste que ça ne ressemble tellement pas à notre maison en Pennsylvanie. Tu te souviens du jardin et de la grande cuisine, avec le four où maman faisait des tartes. » Le visage de Bertha s'adoucit. Elle s'approcha de sa sœur et lui passa un bras autour des épaules. « Je me souviens, » dit-elle. « Pardonne ma brusquerie, je suis juste fatiguée. Ces derniers jours ont été difficiles. » Harvey montra à Élisabeth la chambre d'amis, petite, à côté de celle de Bertha. La jeune fille la jaugea d'un œil critique, mais hocha la tête. « Merci, monsieur MacDonald, » dit-elle. « Je vais me reposer un peu du voyage, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »« Bien sûr, » répondit Harvey. « Le déjeuner sera prêt dans 1 heure. » Il sortit, refermant la porte derrière lui, et croisa le regard de Bertha. Elle se tenait dans le couloir, adossée au mur, l'air épuisé. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement en s'approchant. Bertha hocha la tête, mais des larmes perlaient dans ses yeux. « J'avais oublié à quel point elle est si belle, » murmura-t-elle. « À côté d'elle, je me suis toujours sentie comme une grosse vache maladroite. Et maintenant, Harvey, tu as vu comment elle te regardait. Elle est intéressée. Et toi? » « Et moi, je n'ai rien ressenti, » l'interrompit Harvey en lui prenant les mains. « Oui, elle est jolie, comme une image. Mais les images sont froides, Bertha. Elles ne vivent pas, ne respirent pas. Ne travaillait-il pas à tes côtés dans la forge? Je ne veux pas d'une image. Je te veux, toi. » Bertha le regarda, et des larmes coulèrent lentement sur ses joues. « Mais si tu changes d'avis, » murmura-t-elle. «
si elle reste plus longtemps et que tu vois qu'elle est meilleure que moi en tout, sauf au travail. Elle sait chanter, danser. Elle sait comment entretenir une conversation avec un homme. Harvey l'attira à lui et la serra fort dans ses bras. « Bertha Hoffmann, dit-il fermement, écoute-moi bien. J'ai fait un choix. Pas parce que tu es arrivée la première, pas parce qu'il n'y avait pas d'alternative, mais parce que tu es exactement ce dont j'ai besoin. Tu comprends? Tu n'es pas juste passable ou acceptable comme épouse. Tu es précisément celle que je veux à mes côtés, jusqu'à la fin de mes séjours. » Bertha sanglota et enfouit son visage dans sa poitrine. Harvey lui caressait le dos, sentant son corps se trembler. Il savait que les mots n'étaient que des mots, et qu'il devrait prouver son choix par des actes. Surtout maintenant, avec Élisabeth ici. Le déjeuner fut tendu. Élisabeth apparut dans une nouvelle robe, rose, à volants, manifestement trop habillée pour un simple repas au ranch. Elle s'assit à table, arrangeant gracieusement ses jupes, et sourit à Harvey. « Monsieur MacDonald, parlez-moi de votre ranch, » demanda-t-elle d'une voix douce. « Bertie a écrit si peu de choses dans ses lettres. Combien de terres avez-vous? Quelle était la taille de votre exploitation ?» Harvey raconta, s'efforçant d'être bref, mais Élisabeth posait sans cesse de nouvelles questions, penchant la tête sur le côté et le regardant sous ses cils. Bertha mangeait en silence, les lèvres pincées. « Allez-vous souvent en ville ?» demanda Élisabeth. « Il y a bien une église, des boutiques, sans doute quelques événements sociaux. »« Une fois par mois, 2 au maximum, » répondit Harvey. « Le ranch exige une présence constante. Il y a toujours du travail. » Élisabeth fit une grimace. « Comme c'est solitaire, » dit-elle d'une voix traînante. « Aucune distraction, aucun bal. Bertie, ma chère, comment comptes-tu vivre dans un tel trou perdu ?» Bertha leva la tête, et une flamme s'alluma dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin de bal, » dit-elle sèchement. « J'ai besoin d'un travail qui a du sens, d'une terre que je peux cultiver, de chevaux que je peux ferrer, d'un homme à mes côtés en qui je peux avoir confiance. C'est plus important que n'importe quel bal. » Élisabeth cligna des yeux, manifestement surprise par la brusquerie de sa sœur. « Eh bien, si ça te plaît, » dit-elle d'un ton incertain. Après le déjeuner, Harvey partit vérifier le bétail. Bertha resta avec sa sœur, mais une demi-heure plus tard, elle sortit de la maison, le visage rouge, et se dirigea vers la forge. Harvey la vit depuis le pâturage et décida d'aller voir ce qui s'était passé. Il la trouva près de l'enclume, frappant furieusement un morceau de fer avec un marteau. Les étincelles volaient de toutes parts. Son visage était trempé de sueur et, peut-être, de larmes. « Bertha » appela-t-il doucement. Elle ne s'arrêta pas, continuant de frapper le métal avec une force telle qu'elle semblait vouloir l'aplatir complètement. « Elle a dit que je lui avais volé son fiancé, » souffla Bertha entre deux coups. « Que la photo était la sienne, et que donc c'est à elle que tu écrivais, pas à moi. Que je vous avais trompés tous les deux. » Harvey s'approcha, lui prit délicatement le poignet pour arrêter le marteau. « Écoute-moi, » dit-il. « Je n'écrivais pas à une photo. J'écrivais à une personne qui me parlait de sa vie, de ses rêves, de ses peurs. Et cette personne, c'était toi, pas Élisabeth. Toi. » Bertha laissa tomber le marteau et se tourna vers lui. « Mais elle est plus belle, » murmura-t-elle, « et plus gracieuse. Et elle parle mieux. Elle est ce qu'une femme devrait être. Et moi? Et toi, tu es authentique, » l'interrompit Harvey. « Voilà la différence, Bertha. Élisabeth joue un rôle. Elle met de belles robes, sourit, dit ce qu'on attend d'elle. Mais tout ça, c'est extérieur. À l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y a parce qu'elle ne le montre pas. Mais toi, si. Tu es honnête, ouverte. Avec toi, je vois une vraie personne, pas un masque. » Bertha le fixa longuement, et peu à peu, quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. L'espoir, la confiance. « Vraiment ?» demanda-t-elle.
Tu le penses vraiment? Vraiment, confirma Harvey, et il l'embrassa, longuement, tendrement, sans se soucier du fait qu'ils étaient au milieu de la forge, couverts de suie et de sueur. Quand ils se séparèrent, Bertha souriait. « Excuse-moi d'avoir douté, dit-elle. C'est juste que quand elle est là à côté, toutes mes vieilles peurs reviennent, toutes ces années où je me sentais inférieur. »« Tu es bien plus qu'à la hauteur, dit Harvey, et j'ai l'intention de te le prouver chaque jour. » Ils retournèrent à la maison en se tenant la main. Près du porche, Élisabeth les attendait, dans une autre nouvelle robe, lavande cette fois, avec un col en dentelle. « Vous voilà, dit-elle, en regardant leurs mains jointes. Je voulais vous demander, monsieur MacDonald. Pourriez-vous me montrer les environs? J'aimerais tant voir vos magnifiques prairies. » Harvey sentit la main de Bertha se crisper dans la sienne. « Avec plaisir, répondit-il. Bertha, tu selles les chevaux? » Élisabeth cligna des yeux. « Oh, je voulais dire, juste nous deux. Bertie doit être fatiguée, elle travaille tellement. » Harvey secoua la tête. « Soit nous y allons ensemble, soit nous n'y allons pas du tout, dit-il fermement. Bertha est ça, ma fiancée, et nous faisons tout ensemble. » Le visage d'Élisabeth s'assombrit, mais elle se força à sourire. « Bien sûr, dit-elle d'un ton pincé. Quelle sotte je fais! Bien sûr, à trois. » Bertha alla seller les chevaux, et Harvey la vit sourire pour elle-même. Élisabeth la suivit du regard, puis se tourna vers Harvey. « Monsieur MacDonald, commença-t-elle à voix basse. Je dois vous dire quelque chose. Ces fiançailles, c'est une erreur. Vous deviez m'épouser, moi, pas Bertie. La photo était la mienne. Les lettres auraient dû être les miennes. Elle a volé ma place. » Harvey la regarda sérieusement. « Mademoiselle Hoffman, dit-il calmement mais fermement, personne n'a rien volé. Je suis tombé amoureux de la personne qui m'écrivait des lettres, de celle qui partageait avec moi ses pensées, ses espoirs, ses craintes. Et cette personne, c'était Bertha. Oui, la photo était la vôtre. Mais est-ce que c'est qu'une photo fait que la personne? Est-ce que qu'un joli visage est plus important qu'un cœur bon et un esprit fort? » Élisabeth fronça les sourcils. « Mais je peux être bonne aussi, protesta-t-elle. Je peux apprendre à travailler, à aider au ranch. Vous le pouvez, acquiesça Harvey. Mais le voulez-vous? Ou voulez-vous simplement prendre à votre sœur ce qui, selon vous, vous revient de droit? » Élisabeth recula, comme s'il l'avait frappée. Ses yeux s'emplirent d'un art de larmes. « Vous êtes cruelle, » murmura-t-elle. « Non, objecta Harvey. Je suis honnête. Et je pense que vous avez l'habitude de tout obtenir simplement parce que vous êtes belle. Mais la vie ici, au ranch, ne fonctionne pas comme ça. Ici, on n'apprécie pas l'apparence, mais les actes. Pas les mots, mais les actions. Et Bertha a prouvé qu'elle méritait d'être ici. Vous n'avez encore rien prouvé. » Élisabeth resta silencieuse, et Harvey vit que derrière l'offense, quelque chose d'autre brillait dans ses yeux. Une prise de conscience. Peut-être que pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui disait que la vérité, sans l'enrober de belles phrases ou phrases. Bertha revint avec 3 chevaux sellés. Harvey aida les 2 jeunes femmes à monter. Élisabeth, comme prévu, s'assit en Amazone, tandis que Bertha monta à califourchon, avec assurance et fermeté. Ils chevauchèrent à travers la prairie, et Harvey leur montra les limites de ses terres, leur parla de ses projets, des difficultés et des joies de la vie de fermier. Élisabeth écoutait d'une oreille distraite, plus préoccupée de ne pas salir sa robe et de ne pas tomber de cheval. Bertha écoutait attentivement, posait des questions, suggérait des idées. Quand le soleil commença à décliner, ils retournèrent au ranch. Élisabeth mit pied à terre, avec l'aide d'Harvey, et courut immédiatement à la maison, se plaignant de fatigue. Bertha resta pour aider à ramener les chevaux à l'écurie et à les desseller. « Merci, » dit-elle doucement quand ils furent seuls, « pour ce que tu lui as dit. J'ai entendu. » Harvey la prit dans ses bras et l'attira à lui. « Je ne pouvais pas me taire, » répondit-il. « Il fallait qu'elle comprenne. Et toi aussi tu dois comprendre, Bertha. Une bonne fois pour toutes, je t'ai choisi. Pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que tu es la meilleure chose qui pouvait m'arriver. »
Bertha le serra en retour, et ils restèrent ainsi dans la pénombre de l'écurie, écoutant le souffle calme des chevaux et le chant lointain des grillons. Harvey savait qu'il restait encore quelques jours avec Élisabeth sous le même toit. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il savait aussi que son choix était fait, et que rien ne le ferait changer d'avis. Bertha était son destin, et il avait l'intention de protéger ce destin jusqu'au bout. Le lendemain matin commença avec une odeur de pain frais. Bertha s'était levée avant l'aube, avait allumé le four et pétri la pâte, une vieille recette de sa mère qu'elle connaissait par cœur. Ses mains travaillaient d'elles-mêmes, tandis que ses pensées vagabondaient. Le mariage était dans 3 jours. 3 jours. Et elle deviendrait Madame MacDonald. Cette idée l'effrayait et la remplissait d'un tel bonheur qu'il lui était difficile de respirer. Harvey descendit, alors que le pain refroidissait déjà sur la table, emplissant la cuisine d'un arôme chaleureux. Il s'arrêta sur le seuil, regardant Bertha, et un doux sourire se dessina sur son visage. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque, pas encore tout à fait réveillée. « Tu as été si matinale, voici, aujourd'hui ?» Je n'arrivais pas à dormir, avoua Bertha en s'essuyant les mains sur son tablier. Trop de pensées dans ma tête. Harvey s'approcha, l'enlaça par derrière et enfouit son nez dans ses cheveux. Bertha ferma les yeux, savourant sa proximité, sa chaleur. « De bonnes pensées ?» demanda-t-il doucement. « Des pensées diverses, » répondit-elle. « Sur le mariage, sur la façon dont tout va changer, sur ta sœur qui arrive après-demain, sur Élisabeth qui… » Elle ne termina pas, mais Harvey comprit sans qu'elle ait besoin de le dire. Élisabeth restait un problème. La veille au soir, au dîner, elle n'avait pratiquement pas parlé, se contentant de lancer des regards offensés et de soupirer théâtralement. Ce matin, sa porte était fermée, et aucun son n'en provenait. « Elle part dans 2 jours, » lui rappela Harvey. « La diligence passe samedi matin. Il faut juste tenir le coup. » Bertha se retourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. « Je ne veux pas qu'elle parte en ennemie, » dit-elle doucement. « C'est ma sœur, Harvey, le seul sang de ma famille qui me reste. Oui, elle est gâtée, égoïste, mais je l'aime quand même. Et ça me fait mal de la voir souffrir. » Harvey lui caressa la joue de son pouce, un geste tendre qui serra le cœur de Bertha. « Tu as un cœur bon, » dit-il. « Même après tout ce qu'elle a dit, tu t'inquiètes encore pour elle. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. » Bertha rougit. Elle ne s'habituerait jamais à ses compliments, à la façon dont il parlait d'amour simplement, sans grands mots, comme de quelque chose d'évident. Ils prirent donc leur petit déjeuner tous les deux, partageant du pain et du miel. Élisabeth n'apparut pas. Harvey se prépara à aller vérifier le pâturage sud, où l'une des vaches devait bientôt mettre bas. Bertha décida de remettre de l'ordre dans la forge. Le fermier Miller devait venir le lendemain avec 3 chevaux à ferrer, et il fallait tout préparer. Elle travaillait depuis 1 heure quand Élisabeth apparut à la porte. La jeune sœur se tenait sur le seuil, manifestement déplacée dans sa robe crème à volants, et regardait Bertha avec une expression étrange. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle à voix basse. Bertha posa son marteau et s'essuya les mains. « Bien sûr, » répondit-elle, surprise de la visite. « Mais c'est sale ici, fais attention à ta robe. » Élisabeth entra prudemment, regardant autour d'elle. Son regard glissait sur les outils, le foyer, l'enclume, et Bertha ne parvenait pas à lire l'expression de son visage. « C'est ici que tu travailles ?» demanda Élisabeth. « Tous les jours ?»« Oui, » confirma Bertha. « 8 ans en Pennsylvanie, et maintenant ici. C'est ma vie, Élie. Ça l'a toujours été. » Élisabeth s'approcha de l'enclume, passa un doigt sur sa surface, y laissant une trace. « Je ne t'ai jamais comprise, » dit-elle doucement. « Quand tu as commencé à aider père, à travailler comme un homme, maman pleurait, les voisins te jugeaient, et toi tu continuais, comme si ça t'était égal ce que les autres pensaient. » Bertha s'adossa à l'établi, croisant les bras sur sa poitrine. « Ça ne m'était pas égal, » avoua-t-elle. Chaque jugement était comme un coup.
Chaque regard de travers me blessait. Mais que pouvais-je faire, Élie? La forge était notre seule source de revenus. Père se mourait. Quelqu'un devait reprendre l'affaire. Et j'avais les capacités. Des bras forts, une poigne solide, le sens du métal. Devais-je enterrer tout ça simplement parce que je n'étais pas né du bon sexe? Élisabeth la fixa longuement, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Je t'enviais, souffla-t-elle. Tu le savais? Je t'ai toujours envié. Tout le monde pensait que j'étais heureuse, que tout était facile pour moi parce que j'étais belle. Mais la beauté est une cage, Bertie. On m'a appris à sourire, à être coquette, à être gentille. Ne jamais contredire, ne jamais donner mon avis, ne jamais montrer mon intelligence pour ne pas effrayer les hommes. Et toi, tu étais libre. Tu faisais ce que tu voulais, tu disais ce que tu pensais. Oui, les gens te jugeaient, mais tu vivais vraiment. Moi, j'ai joué un rôle toute ma vie. » Bertha regardait sa sœur et sentait quelque chose se retourner en elle. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Il lui avait toujours semblé qu'Élisabeth était la chanceuse, la favorite du destin, pour qu'à tout était simple et facile. « Élie, commença-t-elle en faisant un pas en avant. « Je ne savais pas. »« Bien sûr que tu ne savais pas, » l'interrompit Élisabeth, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Parce que je n'en ai jamais parlé. Parce qu'une jolie fille n'a pas le droit de se plaindre, n'est-ce pas? Elle a tout, l'attention, les compliments, les admirateurs. De quoi d'autre aurait-elle besoin? Mais j'avais besoin d'un but, Bertie, d'une activité qui ait un sens. Et quand j'ai vu tes lettres de Monsieur MacDonald, quand j'ai lu comment il parlait du ranch, du travail, d'une vie où des bras forts sont nécessaires, j'ai pensé que c'était une chance de m'échapper de ma cage. C'est pour ça que je t'ai demandé d'envoyer ma photo. Je pensais que s'il me voyait, s'il tombait amoureux, je pourrais venir ici et commencer une nouvelle vie. » Bertha écoutait, et son cœur se serrait de douleur pour sa sœur. Elle s'approcha, enlaça Élisabeth, qui fondit en larmes en enfouissant son visage dans son épaule. « Pardonne-moi, » sanglotait Élisabeth. « Pardonne-moi d'avoir essayé de te prendre Harvey. Pardonne ma colère, mes reproches. Je voulais juste si désespérément ce que tu as. Pas lui en particulier, mais cette assurance, cette connaissance de qui tu es et de ce que tu veux. » Bertha caressait le dos de sa sœur, et ses propres larmes coulaient sur ses joues. « Tu n'es pas perdue, Élie, » dit-elle doucement. « Tu ne t'es juste pas encore trouvée, mais tu te trouveras. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Et tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'être une poupée fragile. Tu peux apprendre, travailler, voyager. Le monde change, Élie. De nouvelles opportunités s'ouvrent pour les femmes. » Élisabeth s'écarta, essuyant ses larmes. « Tu le penses vraiment? »« Vraiment, » confirma Bertha. « Et tu sais quoi? Quand tu trouveras ta voie, quand tu rencontreras un homme qui t'aimera pour ce que tu es vraiment, et non pour ton joli masque, tu seras heureuse. Vraiment heureuse. » Élisabeth sourit à travers ses larmes. Un sourire fragile, incertain, mais sincère. « Monsieur MacDonald est un homme bon, dit-elle. Il t'aime. Je le vois à la façon dont il te regarde, comme si tu étais la chose la plus précieuse qu'il possède. » « Parce que c'est le cas, » dit une voix depuis la porte. Les deux sœurs se retournèrent. Harvey se tenait sur le seuil de la forge, et Bertha ignorait depuis combien de temps il était là, combien il avait entendu. Il entra et s'approcha d'elle. « Mademoiselle Élisabeth, » s'adressa-t-il à la jeune sœur, « ce que vous avez dit sur la beauté comme une cage, je comprends. Ma sœur Catherine était comme vous, belle, gracieuse, tout le monde l'admirait, mais elle était malheureuse, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui a vu en elle plus qu'un joli visage, qui a discerné son intelligence, sa force de caractère. Maintenant, ils vivent en Oregon, ils ont 3 enfants, et elle est heureuse. Parce qu'on l'aime non pas pour son apparence, mais pour qui elle est. » Élisabeth le regardait, et quelque chose de nouveau apparut sur son visage. L'espoir. « Vous pensez que je peux aussi trouver un tel homme? J'en suis convaincu,
hocha la tête Harvey. Mais d'abord, vous devez vous trouver vous-même. Comprendre qui vous êtes quand vous ne jouez pas un rôle. Ce que vous voulez de la vie, ce qui vous rend heureuse, ce qui vous donne un sens. Élisabeth réfléchit, et Bertha voyait son esprit travailler, digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Je veux savoir faire quelque chose », dit-elle lentement, « quelque chose d'utile. Peut-être que je pourrais apprendre à coudre, la vraie couture, pas la broderie sur des nappes mais la confection de vêtements. Ouvrir un atelier. La ville a besoin de bonnes couturières, et j'ai toujours aimé les tissus, les coupes. » Bertha sourit. « C'est une excellente idée, dit-elle. Et tu y arriveras, si tu le veux. » Élisabeth serra sa sœur dans ses bras, rapidement, impulsivement. « Merci, » murmura-t-elle, « de ne pas m'avoir détestée, de m'avoir écoutée. »« Tu es ma sœur, » répondit simplement Bertha. « Comment pourrais-je te détester ?» Le jour du mariage fut clair et chaud. Le soleil se leva tôt, inondant les prairies d'une lumière dorée, et le vent était doux, presque caressant. Bertha se réveilla dans sa chambre et resta quelques instants allongée, écoutant les bruits du ranch qui s'éveillaient. C'était le dernier jour où elle s'endormait et se réveillait seule. À partir de demain, sa vie changerait pour toujours. La porte s'entr'ouvrit et Élisabeth, déjà vêtue d'une robe bleu clair, passa la tête. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « Je t'ai apporté le petit déjeuner. Il ne faut pas qu'une mariée reste le ventre vide. » Bertha s'assit sur le lit et sourit à sa sœur. Au cours des 2 derniers jours, leur relation avait changé. Élisabeth était devenue plus douce, plus sincère, et Bertha avait appris à voir en elle non pas une rivale, mais une alliée. « Merci, » dit-elle en prenant le plateau avec du porridge et du thé. « Tu n'aurais pas dû. »« J'en avais envie, » répondit Élisabeth en s'asseyant sur le bord du lit. « Bertie, je veux t'aider à te préparer. J'ai des idées pour ta coiffure. Et j'ai apporté de la dentelle qu'on peut ajouter à ta robe pour la rendre plus élégante. » Bertha la regarda avec scepticisme. « Ellie, je ne veux pas ressembler à une poupée, et tu n'y ressembleras pas, » l'assura sa sœur. « Promis. Laisse-moi juste te rendre belle, belle à ta manière, pas à la mienne. » Bertha hésita, puis hocha la tête. Élisabeth rayonna et se mit au travail avec enthousiasme. Elle lava et sécha les cheveux de Bertha, les tressa en une natte complexe qu'elle orna de fleurs des champs, blanches et jaunes, simples mais charmantes. Puis, elle sortit un col en dentelle et le cousit délicatement à la robe vert foncé de Bertha, la seule robe de cérémonie qu'elle possédait. Quand Bertha se regarda dans le miroir, elle vit une femme inconnue. Pas une beauté fragile des magazines de mode, mais pas non plus une travailleuse rustre. Quelque chose entre les deux, forte, confiante, mais aussi féminine et même gracieuse à sa manière. « Ellie, » murmura-t-elle, « c'est magnifique. »« C'est toi qui es magnifique, » la corrigea Élisabeth. « Je t'ai juste aidé à le voir. » Le mariage eut lieu dans la petite église de Ruisseau-Sec. Le révérend Wilson, un vieil homme bienveillant à la barbe grise, se tenait près de l'autel en souriant. L'église était remplie de voisins. Jack Sullivan et sa femme, le fermier Miller et sa famille, le propriétaire de la boutique Olsen, le forgeron Peterson venu voir la femme qui lui avait pris son travail, et quelques autres habitants de la ville. La sœur d'Harvey, Catherine, était venue d'Oregon avec son mari et ses enfants. C'était une grande femme rousse au sourire franc, et Bertha ressentit immédiatement de la sympathie pour elle. « Alors c'est vous qui avez réussi à dompter mon frère, » dit Catherine en serrant Bertha dans ses bras. « J'ai entendu parler des taureaux sauvages. Harvey m'a écrit. Il a dit que tu avais sauvé le ranch et tous les chevaux. Impressionnant. » Bertha rougit, ne sachant que répondre. Mais Catherine se contenta de rire et la poussa vers l'autel. « Vas-y. » Il laisse là, mort d'impatience. Bertha remonta l'allée entre les bancs. Les gens se retournaient, la regardaient, et elle voyait sur leur visage de l'approbation, du respect. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas déplacée, anormale.
Elle se sentait comme une mariée se dirigeant vers son fiancé. Harvey se tenait près de l'autel dans un costume neuf, sombre, un peu serré aux épaules, mais impeccable. Il avait lissé ses cheveux, taillé sa barbe. Mais le plus important, c'était ses yeux. Quand il vit Bertha, une telle adoration, un tel amour s'y allumèrent, qu'elle en eut le souffle coupé. Elle s'approcha, se tint à ses côtés, et il lui prit la main fermement, avec assurance. « Tu es magnifique », murmura-t-il pour qu'elle seule l'entende. « Toi aussi », répondit Bertha, et ils sourirent tous les deux. Le révérend Wilson commença la cérémonie. Bertha écoutait les mots sur le devoir, la fidélité, l'amour, et tout semblait un peu irréel. Est-ce que cela arrivait vraiment? Est-ce qu'elle, la grande et maladroite Bertha, se tenait devant l'autel et épousait un homme bon et gentil qu'il aimait telle qu'elle était? Harvey MacDonald, dit le révérend, prenez-vous cette femme pour épouse, promettez-vous de l'aimer et de la protéger dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie? Oui, je la prends, répondit Harvey fermement, sans quitter Bertha des yeux. Et je le promets. Bertha Hoffman se tourna le révérend vers elle. Prenez-vous cet homme pour époux, promettez-vous de l'aimer et de le respecter dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie? Oui, je le prends, souffla Bertha, et je le promets. Harvey lui passa au doigt une simple alliance en or. Elle avait appartenu à sa mère, lui avait-il raconté. Bertha sentit le métal froid se réchauffer contre sa peau, devenir une partie d'elle. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme, proclama le révérend. Vous pouvez embrasser la mariée. Harvey attira Bertha à lui et l'embrassa, longuement, tendrement, sans prêter attention aux applaudissements et aux rires des invités. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Madame MacDonald, murmura Harvey, comment ça sonne ?»« Parfaitement, répondit Bertha. Ça sonne parfaitement. » La fête eut lieu au ranch. Les voisins avaient apporté de la nourriture. Poulet rôti, pommes de terre, tartes, cidre maison. Catherine et Élisabeth mettaient la table. Les hommes déplaçaient les bancs dans la cour. Les enfants couraient partout, riaient, poursuivaient les poules. Harvey et Bertha se tenaient sur le porche, observant cette agitation. Et Bertha se sentait submergée de bonheur. « Je n'arrive pas à croire que tout ça est réel, avoua-t-elle. Que je suis ici, que nous sommes mariés, que tous ces gens sont venus fêter ça avec nous. » Harvey lui passa un bras autour des épaules. « Crois-le, dit-il, c'est aussi réel que tout le reste. » Que le lever du soleil, le vent dans les prairies, la terre sous nos pieds. Jack Sullivan s'approcha d'eux, une chope de cidre à la main. « MacDonald, dit-il avec un sourire en coin, tu es un sacré vénard. Trouver une femme comme ça, c'est une grande chance. »« Je sais, » répondit Harvey sérieusement. « Je le sais, et j'apprécie. » Jack se tourna vers Bertha. « Et toi, Madame MacDonald, quand est-ce que tu commences à ferrer officiellement les chevaux? Parce que Peterson s'est complètement mis à boire. Il ne sert plus à rien. J'ai besoin d'un forgeron fiable. » Bertha sourit. « La forge est déjà ouverte, Monsieur Sullivan. Venez quand vous voulez. »« Parfait, » hocha la tête Jack. « Je le dirai aux autres. Tu auras du travail par-dessus la tête. » Il s'éloigna et d'autres invités s'approchèrent, les félicitant, leur souhaitant du bonheur, les interrogeant sur leurs projets. Bertha répondait, souriait, et n'arrivait toujours pas à croire que c'était sa vie maintenant. Quand le soleil commença à décliner, Élisabeth s'approcha de Bertha et la serra dans ses bras. « Je pars demain matin, » dit-elle doucement, « mais je reviendrai. Dans quelques mois, quand je serai installée, je te montrerai ce que j'ai appris. Je te raconterai ma nouvelle vie. »« Promis ?» demanda Bertha. « Promis », hocha la tête Élisabeth. « Et Bertie, merci de ne pas m'avoir tourné le dos.
de m'avoir aidé à comprendre qui je suis vraiment. Les sœurs s'étreignirent fort, et toutes deux pleuraient, mais c'était en des larmes de bonheur, de soulagement et de nouveau départ. Le soir, quand les invités furent partis et que la maison fut silencieuse, Harvey et Bertha s'assirent sur le porche, regardant les étoiles. Le ciel en était parsemé comme de diamants, et la voie lactée s'étendait en une bande lumineuse d'un horizon à l'autre. « À quoi tu penses ?» demanda Harvey, tenant sa main dans la sienne. Bertha garda le silence un instant, cherchant ses mots. « À la façon étrange dont la vie est faite, » dit-elle enfin. « Je suis venue ici en te trompant, craignant d'être rejetée. Je pensais rester une semaine, puis rentrer à la maison le cœur brisé. Et au lieu de ça, j'ai trouvé ce dont je n'osais même pas rêver. Une maison, un travail que j'aime. Et toi ?» Harvey leva sa main et baisa l'alliance à son doigt. « C'est moi qui ai y trouvé un trésor, dit-il. Je pensais avoir une épouse délicate qui cuisinerait et raccommoderait des chaussettes. Et j'ai eu une partenaire qui peut sauver le ranch de taureaux sauvages et ferrer un cheval plus vite que n'importe quel homme. Le meilleur échange de ma vie. » Bertha se mit à rire, et son rire était laid, libre. « Tu sais, dit-elle, ma mère disait toujours que je n'étais pas née à la bonne époque, que dans le futur ce serait plus facile pour les femmes, qu'elles pourraient être qui elles voudraient, faire ce qu'elles voudraient. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je suis juste né trop tôt, ou juste à temps, objecta Harvey. Ici, dans l'Ouest, les règles ne sont pas aussi strictes qu'à l'Est. Ici, on apprécie la force et le savoir-faire, peu importe le sexe. Ici, tu peux être toi-même, et je suis heureux que tu sois né maintenant. Et ici. Sinon, nous ne nous serions jamais rencontrés. » Bertha se tourna vers lui, et à la lumière des étoiles, son visage paraissait doux, heureux. « Je t'aime, Harvey MacDonald, dit-elle. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être au moment où tu m'as proposé une semaine d'essai au lieu de me renvoyer tout de suite. Peut-être quand nous nous battions contre les taureaux. Peut-être quand tu as dit à Élisabeth que la vraie valeur n'était pas dans la beauté. Mais je t'aime, et c'est le sentiment le plus vrai que j'ai jamais éprouvé. » Harvey l'attira à lui et la serra fort. « Je t'aime aussi, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Depuis ce jour à la gare, quand tu te tenais devant moi, si différente de mes attentes, mais si juste. Je ne l'ai juste pas compris tout de suite. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant les bruits nocturnes des prairies. Au loin, un coyote hurla, le vent bruissait dans l'herbe, et de l'écurie parvenait le reniflement calme des chevaux. « Qu'est-ce qu'on fait demain ?» demanda Bertha. Harvey réfléchit. « On répare le mur ouest de la grange, dit-il. Il s'est fissuré après l'attaque des taureaux, il faut le renforcer. Puis on ira vérifier le pâturage nord, il faut déplacer le troupeau. Et aussi, l'encouragea Bertha. Et aussi, je t'apprendrai à faire de la tarte aux pommes, termina Harvey avec un sourire, si tu m'apprends à ferrer les chevaux. Bertha se mit à rire. Marché conclu, dit-elle. Mais je te préviens, je suis une piètre pâtissière. Le pain, ça va encore, mais les tartes... On apprendra ensemble, promit Harvey. On a toute la vie devant nous, toute la vie. Bertha répéta ces mots pour elle-même, et ils sonnaient comme une musique. Toute une vie dans ce ranch, sous un ciel infini, aux côtés d'un homme qui l'aimait non pas malgré sa force et son indépendance, mais grâce à elle. Toute une vie remplie de travail, de sens, de la joie des choses simples. Elle regarda les étoiles et pensa que quelque part là-haut, dans cette immensité, sa mère la regardait et souriait, que son père était fier d'elle, et qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Rentrons !» dit Harvey en se levant. « Demain, il faut se lever tôt. » Bertha se leva, mais s'attarda sur le seuil, se retournant. Le ranch s'étendait devant elle sous la lumière de la lune. La maison, l'écurie, la forge, la grange. Sa maison, maintenant. Sa vie. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Harvey. Bertha secoua la tête. « Tout va bien, » répondit-elle doucement.
Tout est exactement comme il se doit. Ils entrèrent dans la maison et fermèrent n'est qu'à la porte derrière eux. Dehors, le vent continuait de chanter sa chanson éternelle sur les prairies. Les étoiles brillaient dans le noir velouté du ciel. Et quelque part au loin, à l'horizon, l'aube d'un nouveau jour pointait déjà. Le nouveau jour d'une nouvelle vie pour Madame Bertha MacDonald, forgeronne, épouse, femme qui avait trouvé son bonheur là où elle s'y attendait le moins. Et ce n'était que le début.